Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue à cette soirée très spéciale du balado des proches aidants, des histoires qui résonnent en cette semaine nationale des personnes proches aidantes. Et je vous dirais quoi de mieux que de célébrer cette semaine-là et aussi célébrer le dernier épisode de cette 5e saison qui se termine. Donc, ensemble, en personne, on a du public devant nous, on est live en fait, on est en direct partout sur Facebook, sur YouTube, sur toutes les plateformes et on est très heureux de vous accueillir. Et c'est très émouvant de se retrouver. C'est une première pour nous de faire ça en direct, alors on est bien énervés. Et donc, on est émus de se retrouver pour échanger justement sur cette réalité-là. C'est quand même une personne sur 3 au Québec, la réalité d'une personne proche aidante. Et juste avant de commencer, j'ai le plaisir d'accueillir aussi et d'être avec ma grande complice, la directrice des communications de l'appui des proches aidants, la belle Stéphanie Charette. Bonjour. Merci, T'es-tu énervée, toi aussi? Je suis très énervée. On est énervés, hein? C'est toi qui as eu cette idée-là, hein? Oui, puis là, je sais pas si c'était une bonne, parce que c'était normal de présenter. Idée. Non, c'est sûr. De se retrouver comme ça, de retrouver les gens à qui on parle depuis 5 ans maintenant. 5 ans, 5e saison, c'est incroyable. Puis Dieu seul sait qu'on en a vécu des choses pendant les 5 dernières années avec les proches aidants, toutes les histoires auxquelles on a eu le privilège, en fait, de recevoir ces témoignages-là. C'est fou quand on y repense, parce que si on se remet à la genèse, il y a 5 ans, on était en pleine pandémie. Puis on c'est dit... donc vrai. Ça aussi, ça fait déjà 5 ans. Hein? On ne veut pas trop s'en souvenir, mais c'était ça. Puis on cherchait une façon de rejoindre les gens, puis de pouvoir être ensemble sans l'aide. Puis on s'est dit, une bonne façon de rejoindre les proches aidants, c'est d'accueillir des vrais proches aidants qui viennent nous raconter leurs histoires. Puis de là est partie cette idée-là, mais... c'est sûr qu'on se disait, c'est sûr que dans nos rêves les plus fous, c'était la plus grande animatrice, Marina Orsini, qui serait là. Mais bon, là, on était... Mais pas tant la meilleure... C'était pas ça l'idée d'animatrice, c'est que je pense que tu savais que j'avais été, moi, la proche aidante de ma maman pendant presque 5 ans aussi. Absolument. Ouais. Puis on sait que quand tu as passé par là, souvent, tu comprends ce que les autres peuvent vivre. Puis c'est devenu... tu as compris tout de suite le projet dans lequel on voulait aller, puis t'as embarqué. J'ai pas hésité, en fait. Hein, ça a été un oui assez rapide. Ouais. Zéro. Puis à partir de là, c'est sûr qu'on s'est dit, puis une autre idée un petit peu folle aussi qu'on a eue, c'est parce que, pourquoi un balado dans un premier temps? Pourquoi un balado? Parce que, à l'appui pour les proches aidants, on a différents mandats, différentes missions. Il y en a une on est un partenaire financier d'organismes locaux qui font vraiment un rôle essentiel sur le terrain. On a aussi du soutien direct pour les personnes proches aidantes, comme la ligne Info Aidant, le répertoire des ressources, des programmes de formation. Puis je pense aussi, Stéphanie, si tu me permets, c'est que je pense que la proche aidance, avant, c'était beaucoup basé sur les personnes âgées. Un couple âgé, un monsieur qui s'occupe de sa femme ou la dame qui s'occupe de son mari qui est âgé puis qui est en perte d'autonomie. Et on s'est rendu compte qu'il fallait ouvrir bien plus grand la discussion sur la proche aidance parce que c'est bien plus grand que ça, la proche aidance. Ça peut être qu'on a un enfant qui est né paraplégique, autiste, qui a des besoins particuliers. Ça, c'est de la proche aidance aussi, en fait. C'était ça, hein, aussi, l'idée. Tu as tellement raison parce que ça reste que la majorité des personnes proches aidantes sont âgées de 65 ans et plus. Mais la réalité, puis nous, c'est nouveau. C'est juste depuis 2021 qu'on a le privilège de travailler avec cette clientèle-là. Fait qu'on voulait aussi faire connaître ça. Puis, notre rôle de concertation du terrain, de sensibilisation, le balado, ça nous permettait de faire tout ça, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu nous as dit oui, puis c'était le début d'une grande aventure qu'on vit encore aujourd'hui. Mais là, on s'est dit, ça serait le fun d'avoir des personnalités connues dans chaque épisode. Fait que ça, c'est une autre grande idée. Mais après ça, les rejoindre, c'est un autre défi parce qu'on sait qu'ils sont là. C'est une personne sur 3, tu l'as dit tantôt. Mais après ça, les rejoindre, mais là, encore une fois, tu as répondu à l'appel pour nous aider avec ton petit nous, bottin. C'est un petit milieu, fait qu'on se connaît pas mal tous, en fait. Fait que des fois, je suis intervenue personnellement à bien des moments, mais c'est aussi de dire que, OK, de rejoindre ces gens-là, mais aussi de dire, est-ce qu'ils vont vouloir venir s'asseoir puis parler de leur rôle de proche aidant, de leur histoire, de leur réalité aussi. Ça aussi, c'est un autre défi, là. Oui, parce qu'ils sont pas en train de parler d'un livre ou d'un spectacle. C'est très intime, ce qu'on leur demande, mais en même temps...
Ben, je pense qu'ils ont accepté parce qu'ils savent que ça fait œuvre utile, parce que Absolument. leur voix est entendue, comme tous les autres proches aidants, puis tous les professionnels qui sont aussi venus à notre balado. C'est ça qui est spécial aussi. C'est immense. Là, c'est immense ce qu'on a eu. Oui. Je me rappelle la première saison, Marina, je sais pas si c'est sûr que tu vas t'en Au souvenir. Palais des Congrès. Au Palais des Congrès. Dans notre première saison, on avait reçu Chloé Sainte-Marie puis Marguerite Blais. Puis c'était super important pour nous parce que c'est deux femmes pionnières dans l'approche aidance. Ben, Chloé Sainte-Marie, on sait que c'était la conjointe de Gilles Carle, donc les maisons Gilles Carle. Marguerite a été donc ministre aussi des aînés. Alors, c'était comme clair qu'on voulait les avoir avec nous. Hein. Oui, cette saison-là aussi, on avait Marie-France Bazot qui est venue... bouleversant, Marie-France. Bouleversant. Elle nous a parlé de sa relation avec sa mère qui était loin d'être évidente. Complexe. On est sortis de là ébranlés, mais c'était... C'était riche. C'était tellement riche et émouvant d'écouter, d'entendre ça, d'être témoin de ça, en fait, oui. Mais rappelle-toi, parce que là, tu parlais du Palais des Congrès. Endroit merveilleux, mais c'était pas fait pour un balado. Sur papier, c'était beau, c'était éclairé, tout ça, mais notre studio avait pas de plafond. Fait que là, le son, et là, on était en pleine clinique de vaccination. Fait que ça rentrait, ça sortait, c'était bruyant. Incroyable. C'était n'importe quoi. C'était beau, mais c'était bien bruyant. Donc, on a déménagé. On a déménagé 2 fois. On s'est promené. T'as changé de divan, t'as changé de micro, t'as changé de plein de choses. Puis la 4e saison, on avait un grand changement. On est allé sur le terrain. On est allé à la rencontre des gens, à la rencontre de leur famille, puis des services qu'ils ont trouvés dans leur région du Québec aussi. C'est fou, hein? On est parti, on est allé à Lorraine, on est allé en Montérégie, on a passé à Trois-Rivières, on est allé à Québec, puis on a fini en Gaspésie. Chez Ève Côté. L'humoriste Ève Côté dans sa famille. Ça a été tellement savoureux et touchant et immense, hein? C'est fou. La journée a fini. On est resté là encore un peu. Puis à un moment donné, une chance qu'on a décidé de partir parce que je pense qu'on sera encore là. Oui. Ça a été vraiment une rencontre absolument incroyable. Bien, qu'est-ce que tu dirais qu'on aille voir quelques images? OK, bonne idée. On regarde ça. Et si Michel est vraiment malade, est-ce que je vais l'aimer suffisamment pour continuer de l'accompagner? Moi, évidemment, comme jeune, quand j'allais à l'école, il y avait des journées où le midi, je prenais mon 25 cents dans le téléphone public, puis j'appelais ma mère pour savoir si elle était toujours en vie, puis dans quel état elle était, puis juste prendre contact avec elle parce que ça me stressait trop. Je sais qu'il y en a qui détestent quand on dit qu'on devient un petit peu le parent de la personne. Non, mais dans mon cas, c'est vraiment, vraiment ça. Toi, là, quand tu t'es retrouvé seul, monoparental, avec ton enfant de... moi, le lendemain de sa naissance, 2 jours après sa naissance, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, c'est ça. Je vais passer ma vie à m'occuper de cet enfant-là, c'est ça. Mais si on savait le bien que ça fait à soi-même et à la personne aidée de dire des vrais mots, on ne s'abstiendrait jamais de faire ça. C'est pourquoi j'ai autant regretté, parce que c'est thérapeutique. On parle de, ma mère est chanceuse de m'avoir juste à côté, mais je suis chanceux aussi parce que moi, ça m'apporte, oui, certaines responsabilités, mais une certaine paix d'esprit. J'aime savoir que si elle a un besoin, ou si je suis là. Le plus grand problème, c'est la solitude des personnes âgées. Cette solitude-là, on a essayé beaucoup de faire en sorte qu'on va mettre tous les vieux ensemble, puis ils vont s'amuser ensemble, comme dans des garderies. Moi, je veux vieillir à la maison, de préférence avec mes enfants et mes petits-enfants. Nous autres, c'est jamais fini, là. C'est un work in progress pour toujours, hein? Puis ça m'a pris comme une bonne année avant de voir que, OK, non, ça arrivera pas comme avant. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un deuil d'accepter que là, la vie va être comme ça. Je suis pas proche aidante, je fais juste prendre soin de mon père comme lui, il l'aurait fait pour tout le monde autour de lui, tu sais. Oui, mais en même temps, tu sais, moi, je te le dis, ça fait pas ton affaire, mais moi, je te le dis, t'es une proche aidante. Il y avait des trucs qu'elle pouvait faire, mais pas comme les autres. Comme quand elle cuisinait, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui l'aide. Depuis que je suis jeune et de même, fait c'est comme si elle était pas indifférente parce que c'est tout le temps comme ça que tu l'as vécu. L'avenir va être fait comme ça va être une supervision à distance, tu sais. Une supervision très soutenue, mais à distance. Tout à fait. Ah, que c'est beau, ça me touche de revoir ça, ça n'a pas de bon sens. J'avais oublié, Rémi Gérard, j'avais oublié qu'il était venu nous voir,
Quelle richesse qu'on a eu d'avoir ces gens-là avec nous, hein, Stéphanie. C'est fou. Ouais. C'est très touchant de revoir tout ça. Puis ils sont tous disponibles. Oui, soit dit en sur le passant, site si de vous voulez l'appui.org, vous pouvez voir toutes les saisons sont là. Puis encore ce soir, on innove. On est en direct, tu l'as dit tantôt. On est devant le public. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Mais je repense à notre nom de balado, hein, des histoires qui résonnent, le balado des proches aidants. Je trouve que ça fait tout son sens. Hein, parce ça que résonne fort. Ça a résonné fort. Il y a beaucoup de gens qui écoutent notre balado, puis ça, bien évidemment qu'on en est très fiers. Puis c'est ça qu'on voulait faire. Puis là, on est en pleine Semaine nationale des personnes proches aidantes. Fait que c'est important de le dire, c'est important de le reconnaître tous les gens qui travaillent autour des proches aidants, pour les proches aidants, unis pour eux. C'est vraiment précieux. Puis ben là, je te laisse ton plateau. D'accord. Tes endroits. Je retourne en arrière où je suis le mieux, soit dit en passant. Bien, je veux vous dire quand même que ce soir, nous allons explorer 3 moments clés du parcours de proche aidance. Alors, comment s'y préparer? Il faut quand même y penser. Comment jongler avec notre réalité de vie quand on fait partie de la génération sandwich? Vous allez comprendre. Et qu'est-ce qui arrive après? Donc, le deuil, après la reconstruction, on fait quoi? On en est où? Donc, on aura droit, évidemment, comme à l'habitude, des témoignages extrêmement pertinents, extrêmement touchants aussi, des conseils pratiques comme à l'habitude et surtout, un message très important. On vous le souligne, c'est que vous n'êtes pas seul. Alors, se préparer à la proche aidance, hein? Il y a quand même... Il faut y penser, là, des fois, on voit des signes qui s'accumulent, on reçoit un diagnostic qui nous fait peur, on a peut-être un conjoint dont la santé devient fragile et on réalise de plus en plus qu'il va falloir être présent, mais vraiment présent. On n'est pas encore proche aidant, mais on le sait que ça s'en vient. Alors, comment s'y préparer et par où commencer? Alors, pour en parler, on accueille Sofiane Duranceau, qui est directrice d'une entreprise en technologie. Elle est maman de 2 enfants, des ados de 16 et 19 ans, et elle est fille, donc la fille de ses 2 parents qui sont âgés de 85 ans. Bonjour. Bonjour. Merci, Sofiane, d'être là. Ça me fait plaisir. Oui, donc, comment on se prépare? Vous, vos 2 parents vivent encore dans la maison familiale. Oui, exactement. Quand même, c'est incroyable. À 85 ans, ils sont encore autonomes. Oui, mon père ramassait encore les feuilles sur le toit il y a 2 ans. Oh! Oui, ça, il doit se faire chicaner à chaque fois, par exemple. Exactement. Ouais. Mais ce qu'on comprend, c'est que leur condition physique... ça devient de moins en moins évident. Là. Votre papa, donc 85 ans, il y a le Parkinson, je pense. Non, il n'est pas encore diagnostiqué d'Alzheimer, en fait. Non, exactement. Ben, il y a des petits troubles de mémoire, mais il y en a beaucoup dans sa famille. Alors, mais vous, ça fait longtemps. Vous dites que ça fait comme depuis qu'il y a 50 ans, votre père, que vous avez vu qu'il y a des changements qui s'opéraient. Oui, on fait tout le temps des blagues un peu, mais là, disons que dans la dernière année, on voit beaucoup de changements. Qui se passe. Mais il n'y a rien d'officiel, par exemple. OK, mais est-ce qu'il a été vu par des médecins ou il ne veut pas y aller? Ou... Oui, non, il va. OK, fait qu'il est quand même suivi. Oui, exactement. Et du côté de votre maman qui a aussi 85 ans, bien, elle a eu un AVC il y a 2 ans. Oui, exactement, avec une opération au cœur aussi. Alors, l'année qui a suivi, ça a été très difficile. Alors, les déplacements, c'était quelqu'un qui adore aller magasiner, marcher, mais aujourd'hui, c'est plus difficile. OK, mais là, ils vivent encore dans la maison familiale. Alors, ils sont encore capables. Est-ce qu'ils ont de l'aide? Est-ce qu'ils ont de l'assistance? Rien d'officiel encore. Ils ont de l'aide maintenant pour les tâches routinières dans la maison, mais... Tu sais, votre maman fait encore à manger, votre père aussi. Oui, exactement. Vous dites qu'ils grimpent sur le toit pour les Plus maintenant, mais un des gros problèmes, là, c'est les déplacements. Ils habitent dans un coin où il faut toujours prendre l'auto pour aller à l'épicerie et tout ça. Ma mère Mont-Royal, à Ville-Mont-Royal, je pense. Exact. Hein, puis ma mère, elle conduit plus. Mon père, le conduire, on essaie de lui dire que... Peut-être qu'il devrait arrêter son permis, puis il y a toujours conduire. les clés de la voiture. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous inquiète. On pense beaucoup à ça. Là. Puis ça fait qu'il s'isole un peu aussi. Puis c'est difficile parce qu'à un moment donné, il paraît qu'il faut comme dénoncer aussi parce qu'on est inquiet. Ma mère l'a fait l'autre fois chez le médecin. Oui, hein? Oui. Elle nous a averti que mon père ne serait pas content. Là, mais pour l'instant, ça va, mais... Ça ne durera pas bien longtemps encore. Et donc, vous avez un frère et donc sa conjointe aussi. Puis eux, ils habitent pas loin? Ou... oui, ils sont un petit peu plus... sont en NDG, mais ils sont là beaucoup plus souvent que moi. OK, ils sont présents, ils sont très actifs. Ils sont plus présents, ils vont aider à ramasser les feuilles, des trucs comme ça.
sont plus actifs. Et vous, de votre côté, vous êtes moins là, vous dites, pour toutes sortes de raisons? Toutes sortes de raisons. Je suis séparée, alors avec les enfants, c'est un peu différent, puis avec ma job, souvent, je dois voyager, alors... Non, puis tu sais, on parle de ça, on appelle ça la génération sandwich, on va en reparler, mais tu sais, les besoins de vos enfants, c'est des ados, il faut être présent, là, plus que jamais même, puis les besoins de vos parents aussi, fait que vous êtes souvent tiraillés, en fait. Exact. Puis là, c'est avec les parents, c'est comment en parler avec, comment dire, il faudrait peut-être déménager un plus petit endroit, peut-être avec plus de services autour. Donc, vous n'avez jamais abordé ce sujet-là encore? Je commence avec ma mère à en parler. Donc, vous avez commencé de quelle façon? Avec quel mot? Comment tu penses? Comme une ado. Dire, là, il faudrait aller quelque part où il y a un petit café proche, il y a des activités, peut-être des services. Mais c'est ça qui est difficile de voir. Est-ce que on déménage dans un petit appart ou on planifie tout de suite d'aller dans quelque part avec des services ou au moins c'est plus facile après si on veut déménager avec devenir semi-autonome. Oui, dans un appartement semi-autonome. Oui, puis il y a des résidences extraordinaires. Là, il y a des endroits extraordinaires. Ouais. Donc, vous avez un peu amorcé ce sujet-là et c'est reçu comment? Est-ce qu'il y a un certain dialogue qui... Oui, ça va. Ils ont fait quelques visites. OK, déjà quand même. OK, c'est amorcé. Mais... comment qu'on... En fait, j'ai peur qu'on attende qu'il y arrive un événement puis que là, ça soit... Il faut, dans les prochaines semaines, faire quelque chose. Alors, ils ne sont pas très proactifs. Ils ne sont pas très proactifs. Bien, quand même, il y a des visites qui ont été faites. Une fois. Il y a 1 an. Fait que vos parents ne reçoivent pas d'aide, reçoivent pas de service à la résidence. Non. C'est vous, c'est votre frère qui est proche, qui est très actif. Ouais. Et donc, vous êtes, j'imagine, toujours dans un état un peu de culpabilité? Oui, puis... Ça, c'est très fréquent chez les proches aidants, la culpabilité, là. C'est ça. C'est sûr que je trouve que mon frère et sa conjointe sont là plus souvent. Aussi, mes enfants aussi sont là moins souvent. On va faire moins de visites. Puis, pour moi, la première chose que je vois, c'est beaucoup l'ennui. Ils se sentent seuls. Ils nous le disent quand on appelle maintenant. Est-ce que ça va bien? Ouais, mais tu sais, ils sont pas malades, il n'y a pas un problème. Ils sont à 2, puis les 2 sont quand même en forme et autonomes, mais ils vous disent... Mais c'était des gens super actifs, ils voyageaient, ils faisaient plein d'activités, puis là, moins. Alors, ça, c'est moins bon pour la santé aussi. Exactement. Donc, ça nous met dans un mood un peu... on reste plus à regarder la télé, puis à jouer sur l'iPad, puis... Je sens que ça peut avoir un effet sur la santé aussi, d'être moins actif. Culpabilité à puissance 1000, parce que là, vous devriez... Ça veut-tu dire, je devrais aller les chercher, je devrais les inviter, mais là, je peux pas parce que j'ai des rendez-vous. Exact. Ouais. Exactement. Puis ce qui est particulier, c'est que votre maman a travaillé... Avant, a travaillé dans une résidence pour aînés, tout ça. Oui, elle était physio, elle travaillait dans les CLSC à domicile. Alors, elle travaillait souvent avec des gens qui étaient à la maison, qui étaient seuls et tout ça. Alors, elle a vu beaucoup de ce qui se passe en perte d'autonomie puis en fin de vie. Mais en ce qui la concerne, c'est comme si... Elle, c'est pas ça. Elle, c'est comme si c'est pas ça qu'elle vit. Oui. Cordonnier mal chaussé. Oui, c'est ça un petit peu. Hein? Exact. Alors, comment vous entrevoyez l'avenir? J'y pense pas. C'est surtout ça que je me sens coupable. Mais en même temps, on sent il y a peut-être vous êtes un peu paralysé à quelque part, non? Oui, exactement. J'y ai pensé, là, c'est sûr, ces derniers jours en me préparant à venir ici. Mais sinon, ça va juste être dans des moments où on va dire il faudrait qu'on pense à ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis moi, je suis quelqu'un qui travaille en technologie. Je pourrais être digital nomade puis aller travailler 6 mois au Portugal. Puis je pense à ça, mais des fois, je me dis, est-ce que je peux faire ça? Ou là, je dois rester et attendre? Alors là, il y a une culpabilité pour ça aussi. Dire, est-ce que je peux quitter? Ou, vu que là, ils sont à l'âge, je devrais juste attendre. Puis je suis pas sûre que mes parents aimeraient ça, que j'attende à la maison qu'ils soient plus bien. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'ouvre pas ce dialogue-là? Puis je peux comprendre. Je veux dire, vos parents, c'est une autre génération aussi, ils ont 85 ans, mais vous sentez que c'est délicat. On peut pas vraiment aller sur ce terrain-là, mais en même temps, c'est vraiment nécessaire pour leur sécurité, puis votre paix d'esprit à vous aussi. Là, je veux dire, ça concerne tout le monde. Tout le monde est touché, tout le monde est affecté par ça. Oui, exactement. Puis mes parents, c'était des gens très sérieux, tout ça. Puis je veux pas les infantiliser.
Tu sais, je me dis, ils ont leur tête encore, ils vont y penser quand ils sont prêts, mais là, je commence à me dire, je pense qu'il y a il est vite là, d'y penser sérieusement. Oui, puis je pense qu'à un moment donné aussi, faut s'imposer. Puis ça, c'est pas évident non plus de faire, bon, ben là, je m'en vais dîner dimanche, puis je veux qu'on se parle. Oui. C'est vraiment ça, il faut avoir une discussion importante. Là. Oui, ben c'est ça. La fois, en fait, vous m'aviez demandé comment je l'avais abordé, la discussion la première fois, puis c'était ça. C'est qu'une fois, j'ai fait, là, maman, là, on s'assoit. Puis on peut pas leur parler aux deux en même temps, là, parce qu'ils chicanent. Parce qu'ils se relancent dans des commentaires. Ben non, je voudrais pas ça. Tu sais bien que ça, je voudrais... oui, il y a ça. Alors, j'en ai parlé à ma mère, puis c'est spécial parce que plus jeune, ça aurait été mon père. C'était lui qui organisait. Mais mon père, comme ça, puis dans sa famille, ils évitent. Les sujets sérieux, on n'en parle pas trop. OK, il fait de l'évitement. Oui. OK. Fait que vous pourriez pas non plus aller cogner à la porte, mettons, de son petit salon ou sa salle de télé puis dire, papa, il faut que je te parle, là. Non, je pense pas. Je pense que ça va être avec... peut-être. Mais il faudrait, en fait, aussi que je le fasse avec mon frère. C'est ce que j'allais dire. Que ça serait plus les deux enfants, là, ça devient comme plus majeur comme discussion aussi. Puis, tu sais, je sens que, surtout aux côtés de ma mère, elle y pense, mais là, ça fait 2 ans qu'elle me dit, on vide la maison, là, on se débarrasse d'affaires. Mais je dis, la journée que tu décides de déménager, on va t'aider, ça va prendre 2 semaines. Là. Pas obligé de prendre 1 an à faire le tri et tout ça. Oui, mais là, attends, là, ça fait longtemps, eux autres, qu'ils habitent dans leur maison. Là. Vous avez peut-être déménagé souvent dans votre vie, mais cette génération-là aussi, moi, ça me fait penser à ma mère. Elle a été 50 ans dans sa maison aussi, là. Fait que là, c'est de décider d'entreprendre ça, puis il y en a du stock à vider là, dans une maison après 50 ans, on le sait. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui se prépare. C'est pas, je m'excuse, mais c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines. Ben, ça fait déjà 2 ans là, qu'on le fait. Là. Mais, tu sais, moi, j'aimerais ça, tu sais, de voir ça d'une manière positive. Là, je sens que c'est sûr qu'ils n'ont pas hâte d'aller dans la prochaine étape. Mais en même temps, la prochaine étape, elle pourrait être bien. C'est clair. C'est là maintenant que ça va être bien si vous entreprenez ça. Donc, d'attendre que ça soit trop tard, là, il y a plus de chances, j'ai l'impression que ça soit peut-être moins le fun à faire, mais pourrait trouver aller quelque part, habiter où il y a des gens qui peuvent côtoyer, avoir des activités. Bien, c'est ça, il y a des résidences, c'est super. Il y a plein d'activités, en fait, puis bien, l'affaire, comme vous l'avez dit tantôt, mais c'est de faire en sorte aussi que ça se fasse pas au moment où il est arrivé quelque chose et que là, on est un peu dans un état de crise ou que c'est pas le fun. Là, on est dans un deuil, puis là, vous devez prendre des décisions pour eux. Alors, c'est ça que vous voulez éviter, en fait. Fait que là, quand vous allez repartir d'ici ce soir, vous partez avec quoi? Bon, j'ai un devoir pour la fin de semaine. Oui, c'est ça, j'allais dire. Sentez-vous que c'est comme un coup d'envoi pour aborder cette discussion-là? Probablement. Je pense que la première chose que je vais faire, je vais leur dire j'étais ici puis de l'écouter plus tard, parce que je ne l'aurais pas dit. OK. Puis je pense que ça va être une bonne raison de partir la discussion. Puis je pense qu'il faut ouvrir notre cœur aussi puis leur montrer. Tout est dans la manière, hein, souvent dans la vie, mais je pense que si on démontre à nos parents l'importance que ça a pour nous, puis comment ça nous affecte aussi dans notre vie de savoir qu'on est inquiet pour eux, puis qu'ils sont encore autonomes. Fait que oui, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif, en fait, une belle étape de transition. Ouais. Ben, je vous le souhaite. Merci. Merci infiniment, Sofiane. Merci infiniment. Écoutez, je vais me tourner vers Julie Baillargeon-Laverne, qui est d'abord avocate, mais qui est curatrice publique du Québec. Bonjour, Julie. Bonjour. Merci d'être là. Ça, vous entendez tout ça, là. Vous êtes habituée, là. Fréquemment. Oui. Écoutez, vous allez nous parler de 2 choses, entre autres, mais vous allez nous parler du mandat de protection, de la mesure d'assistance, puis des différents outils. Mais moi, j'aurais une première question. C'est quoi la curatelle? Oui. C'est ça? Oui. On dit souvent que la curatelle est rentrée là-dedans, finalement. Expliquez-nous, c'est quoi? La curatelle publique du Québec. Oui, donc le curateur public du Québec, c'est une organisation gouvernementale, avant tout, qui vient de fêter ses 80 ans, d'ailleurs. On est une des plus vieilles institutions du Québec. On a 900 employés à travers le Québec. Puis on a pour mission principale la protection des personnes inaptes. Donc, quand on dit inapte, c'est quelqu'un qui est incapable de gérer ses biens ou prendre des décisions pour sa personne. Et on a 3 volets, disons, à notre mission. Là, on a le volet public où on va représenter directement à peu près 13 000 personnes au Québec. Ça, c'est des gens qui sont
isolés ou encore que les familles sont pas disponibles pour prendre charge. C'est ce qu'on dit sous tutelle. Oui, exactement. Donc, il y a 13 000 personnes au Québec en ce moment. Oui, donc ces personnes-là, on les représente directement. On va faire leur budget, on va prendre des décisions pour eux, on va décider de leur hébergement. Vraiment, on les accompagne là, dans toutes les sphères de leur vie. Puis, on a le volet privé, où là, c'est des proches, comme madame, qui sont désignés représentants légaux. Puis là, on va davantage accompagner les proches, répondre à leurs questions, surveiller aussi l'administration qui est faite des biens. Puis finalement, on a un rôle de sensibilisation là, de la population. Puis c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, là, de venir informer les gens sur l'importance de se préparer à l'inaptitude. L'importance. Parce que je lisais dans mes notes que on dit quand même qu'il y a 9 personnes sur 10 qui accepteraient d'être mandataires pour un proche, mais en fait, il y en a juste 4 sur 10 qui ont vraiment préparé, ont travaillé. C'est un projet, là. Il faut le développer, ce projet-là, d'assistance, en fait. Oui, donc 4 personnes sur 10 qui ont fait leur mandat de protection. On se demande pourquoi ils le font pas. Puis il y a plusieurs qui se sentent pas concernés parce qu'ils sont en santé, parce qu'ils sont jeunes ou parce Mais c'est-tu aussi comme un testament? C'est pas la chose qu'on a envie de faire dans notre vie. Moi, je me souviens, quand je suis allée faire mon testament, je me sentais bizarre. C'est comme si je venais d'accepter que j'allais mourir puis qu'il fallait que je me... Puis en même temps, c'est tout à fait logique. Donc, c'est un peu la même chose. Bien, c'est tout aussi important. Oui. Faire un testament, ça fait pas mourir. Puis faire un mandat de protection, ça rend pas inapte, mais ça nous permet d'énoncer nos volontés. On le fait dans le testament. Ça va être quoi nos volontés pour nos biens quand on sera plus là? Bien là, le mandat de protection, c'est on énonce nos volontés de notre vivant. Qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe pour notre milieu de vie, pour nos biens, pour la Parce que si on le fait pas, aussi, Julie, c'est que s'il arrive quelque chose à la personne, la famille est là, mais la famille n'a plus un mot à dire une fois que le curateur public est entré dans le dossier de la personne, je pense. Hein? Bien, en fait, le curateur, c'est toujours en dernier recours. Hein? Nous, on privilégie toujours, évidemment, que ce soit la famille qui prenne charge. Mais si on n'a pas fait son mandat de protection, puis qu'on n'a pas eu la chance de décider nous-mêmes qui allait nous représenter, bien, c'est le tribunal qui va décider. Puis ça ne veut pas dire qu'il va prendre la mauvaise décision, mais c'est le tribunal qui va décider c'est telle personne qui va gérer vos biens puis prendre toutes vos décisions à votre place. Exactement. Donc, je pense que c'est quand même un document important. Puis je veux juste faire une parenthèse. Les gens disent, il faut que j'aille chez le notaire, ça coûte de l'argent. C'est pas nécessaire. Il y a un formulaire gratuit en ligne sur québec.ca. Toutes les instructions, vous le faites signer par 2 témoins et c'est aussi valable qu'un mandat notarié. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, c'est ça. Ça pourrait être un notaire, mais en fait, le curateur public du Québec, c'est aussi bon. On offre le formulaire. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. OK. Voilà. Parlez-moi du mandat de protection. Ça, c'est quoi? Paraît que c'est quelque chose qu'il faut mettre à jour souvent. Bien, c'est ce que je vous dis. Donc, c'est le document légal qui va nous permettre de désigner qui on veut qui s'occupe de nous puis qui gère nos biens advenant l'inaptitude. Puis l'inaptitude, là, ça peut arriver n'importe quand. On peut avoir un accident de voiture, on peut faire un AVC, on peut avoir un problème de santé mentale. On ne le sait pas à tout âge. Donc, ça va être le document où on va dire, c'est telle personne que je veux qui s'occupe de moi, qui va gérer mes biens. Mon milieu de vie, j'aimerais ça que ça soit ça. Mes soins de santé, j'aimerais ça que ça soit... Donc, ça nous permet d'énoncer nos volontés à l'avance. Et aussi, je vous dirais, qui décide si on n'est plus apte? C'est notre médecin. Il y a le médecin de famille là-dedans, lui, qui a quand même un rôle à jouer, j'imagine. Oui, tout à fait. Bien, généralement, c'est un proche qui va constater qu'il commence à avoir des grosses incapacités. Puis je parle pas de petites pertes de mémoire. Là, on parle des gens qui vraiment qui prennent des décisions totalement incohérentes ou qui ont une incapacité de gérer leurs biens ou qui même peuvent se mettre dans des situations à risque. D'argent, il peut y avoir toutes sortes de situations de maltraitance, évidemment. Ouais. Donc, quand on constate que notre proche commence à avoir des grosses incapacités, bien là, évidemment, il faut aller voir un médecin, il faut faire poser un diagnostic, puis le médecin, il va les évaluer, ces incapacités-là. Et ça va être complété par un rapport psychosocial. Donc, ça prend 2 rapports d'évaluation, là, vraiment, d'un médecin, un travailleur social. Et ensuite, c'est une procédure judiciaire qui s'enclenche parce que c'est seulement le tribunal qui peut déclarer la personne inapte. Officiellement. Et qui va permettre au mandataire après d'agir et pouvoir gérer les biens. Okay. Donc, généralement, c'est la façon que ça se passe. Mesure d'assistance, c'est quoi la différence avec les mandats de protection? Oui. Donc, mesure d'assistance, c'est un tout nouvel outil là, depuis 2022 qui était nécessaire, je pense. Je vous dirais que c'est un peu le préalable
au mandat de protection. On va se tourner vers le mandat, la tutelle, quand vraiment il y a des grosses incapacités. On parle d'une inaptitude qui peut être totale, permanente. La mesure d'assistance, ça va s'appliquer plus pour des gens qui commencent à avoir certaines difficultés. C'est peut-être plus compliqué là, d'appeler Revenu Québec. C'est peut-être plus compliqué de faire des demandes de prestations, d'allocation. Elle a besoin d'aide. Elle est capable de prendre ses décisions, elle comprend. Est capable d'exprimer des volontés, mais faites-le 1, faites-le 2, faites-le 3, des fois, appeler ou faire toutes sortes de démarches, ne serait-ce que balancer les comptes bancaires, tout ça, ça peut être difficile. Donc, on peut se faire désigner un assistant. C'est gratuit, il n'y a pas de procédure judiciaire, là, ça peut se faire par formulaire en ligne ou papier. Et ça va permettre à l'assistant qui est nommé, disons que c'est vous, de pouvoir agir comme intermédiaire, être le porte-voix, de soutenir la personne dans toutes sortes de démarches administratives. Et parce que souvent, quand on s'adresse aux tiers, le proche aidant, il n'a pas la légitimité de s'adresser aux autres. Puis ils ne veulent pas nous parler parce qu'on n'est pas officiellement désigné. Donc, la mesure d'assistance, parce qu'il y a un registre public des assistants, puis que la personne a suivi le processus, bien là, c'est vraiment une reconnaissance universelle pour soutenir la personne. Puis des fois, c'est tout ce que ça prend. On n'a peut-être pas besoin de se rendre jusqu'à la tutelle, le mandat. Des fois, la mesure d'assistance, ça peut faire un long bout, puis ça peut être suffisant. Et qu'en est-il, Julie, que quand on a un enfant, là, arrivé à 18 ou 21 ans, là, il y a un autre... Ça aussi, là, ça rentre en ligne de compte, hein, parce qu'on est les parents, évidemment, mais là, il devient officiellement un adulte reconnu par la loi. Oui. Ça parle de ça aussi, hein? Bien, si on a un enfant handicapé, donc qui est dysnape depuis la naissance, effectivement, dans plusieurs cas, quand la personne va avoir 18 ans, il va falloir ouvrir une tutelle. Puis, malheureusement, pour des personnes qui ont eu des incapacités toute leur vie, qui n'ont pas pu préparer leur mandat de protection, bien, c'est pas une option pour eux. Parce que quand on est déjà inapte, c'est plus le temps de se préparer. C'est ça. Il faut le faire avant. Non, mais je veux dire, tu sais, les parents, hein, on a élevé notre enfant, mais il reste que c'est un adulte avec des droits. Oui. Donc, les parents aussi ont un rôle à jouer par rapport à l'enfant qui devient un adulte. Oui, tout à fait. Il y a une transition aussi dans tout ça. Exactement. Ouais, OK. Vous faites le parallèle, je trouvais ça intéressant dans la recherche avec l'image de partir en voyage, on fait sa valise, on n'oublie rien. C'est un peu la même chose, en fait. Oui, puis je peux pas réitérer assez l'importance d'y penser. Puis d'initier les discussions, je sais que c'est délicat. C'est pas facile. J'allais le dire, comment on fait ça? Parce que c'est quand même délicat de parler de ça. Là. C'est confrontant autant pour nous que la personne qui, tranquillement, sa vie devient de plus en plus compliquée, en fait. Oui, puis il faut le faire. Puis je trouve qu'une belle façon, c'est peut-être aussi de se proposer comme assistant, comme mandataire. Je pense que c'est un beau geste d'amour, c'est bienveillant. Puis je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience au niveau de la société de l'importance du rôle des proches aidants. Et peut-être que la personne elle-même est gênée de demander de l'aide. Peut-être qu'elle veut pas non plus. Mais complètement, parce que tu es en train de dire que tu perds ton autonomie, que tu as de la difficulté. Qui veut dire ça? Qui veut faire ça? Hein? Oui. Donc, je pense que de prendre les devants. Puis, on a des dépliants, évidemment, disponibles sur le site. Vous pouvez les trouver. Ça peut initier la conversation, des webinaires. Je pense qu'il faut s'informer, initier les discussions, puis se proposer. Se proposer. Donc, ce serait le message que vous aimeriez partager avec les gens qui nous écoutent ce soir? Oui. Puis, au-delà de ce message-là, j'en profite pour remercier tous les gens qui s'impliquent auprès d'un proche inapte. C'est fondamental comme rôle dans la société. Puis évidemment, informez-vous, n'hésitez pas. Alors donc, si demain matin, ceux qui nous écoutent ici en présentiel, mais à la maison, le premier geste, ça serait d'aller sur le québec.ca? Oui. Alors, sur le site du curateur, vous avez toute l'information sur ce que je viens de vous parler ou encore 1-844, le curateur. On a des préposés au renseignement qui peuvent répondre à toutes vos questions, puis on offre des webinaires gratuits également. Là. Ah oui, puis c'est de se simplifier la vie, puis simplifier la vie de nos enfants, de notre entourage. Hein? L'idée, c'est de simplifier les choses pour que quand les choses arrivent, les choses se fassent doucement dans l'ordre, en fait. Hein? Oui, puis qu'ils n'aient pas à se casser, à se poser 36 000 questions, puis qu'ils ne soient pas confrontés à des situations hyper stressantes aussi où tout doit se faire en urgence. Donc, quand ça a été discuté, quand ça a été préparé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress qui entoure tout ça, mais ça aide. Ça aide merci. Beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Julie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
On parle de la génération sandwich. Vous allez comprendre. Il y a vraiment des moments dans la vie où on se sent tiraillé. Hein. Il y a les enfants qui ont besoin de nous encore, les devoirs, les activités. On fait le taxi souvent. Et aussi nos parents qui commencent en fait à avoir besoin de nous aussi pour du soutien, pour de l'assistance. Des fois, c'est pour des rendez-vous médicaux. Et donc, on court entre l'école et l'hôpital. Et donc, comment faire en fait pour être présent pour tout ce beau monde-là? Comment garder l'équilibre surtout? La pression. Alors, j'accueille une maman de 3 enfants, rien de moins. Déjà 3 enfants. C'est une sainte femme. Avec les besoins donc de ces jeunes de 14, 12 et 8 ans et aussi en parallèle avec les besoins de ses parents qui vivent dans les Laurentides. Elle habite la Rive-Sud. On accueille Anne Pelletier. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Fatiguée? Oui, un brin, mais on y va un jour à la fois. Un jour à la fois, je pense qu'on n'a pas le choix de dire ça. Hein? Non. C'est vraiment un jour à la fois. Vous êtes vraiment l'exemple parfait de la génération sandwich? Je pense que oui, mais c'est vraiment plus fréquent qu'on le pense. Ben oui. Mes amis, c'est ça. Tout votre entourage. Mon entourage, les c'est ça. familles de votre génération. Effectivement. On est plusieurs dans cette situation-là. Donc, pris entre donc ces 2 réalités de vie-là, maman et fille de... Oui, hein, évidemment. Exactement. Parlez-moi de la condition donc de vos parents aujourd'hui. Votre papa a 74 ans, votre mère 77 ans. Oui. Oui, en fait, mon père a un double diagnostic. Il y a 14 ans, il a été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson. Oui. Puis ça allait très bien. Et lui, est-ce que c'est rigide ou c'est... C'est rigide. Parce donc, qu'il y a tout pas de tremblement, c'est la portion rigide. Parfois, le mouvement ne démarre pas. Puis, ce printemps, il y a eu un diagnostic de cancer. Donc, actuellement, il est sous traitement. Et est-ce que ça se passe bien? Ça se passe... c'est intense pour lui, vraiment. Mais on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui et qu'on est content. Le traitement va bien. Donc, ça fonctionne. Donc, ça fonctionne. Ça ralentit tout ça. Oui, exactement. Puis ma maman, elle, est plutôt dans les déficits cognitifs, un diagnostic de démence qui s'est installé tranquillement, mais qui, évidemment, avec les crises, s'accélère. De voir son conjoint plonger, mais ça rend très émotif, mais ça fait perdre davantage de capacité. Donc, on est un petit peu là-dedans. Là. Et vos parents habitent ensemble dans leur maison encore? Sont encore en résidence? Là? Sont encore à domicile. Puis... Et est-ce qu'ils ont de l'assistance? Comment ça fonctionne pour vous? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? J'ai une sœur. OK. Elle est plus proche dans les Laurentides. Elle est plus proche, mais elle habite quand même à une 40aine de kilomètres. Donc, c'est pas je vais passer 10 minutes sur l'heure du dîner. Il faut le planifier, il faut le réfléchir. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup de coordination entre elle et moi. C'est beaucoup de coordination avec mon conjoint aussi pour les activités des enfants. Je descends de plus en plus fréquemment dans les Laurentides pour aller aider. Donc, c'est aussi d'avoir des gens sur qui on peut compter, des bons services. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que vous en avez? Des amis, des voisins? En fait, on compte sur des services beaucoup. Donc, vous avez des services? Oui. Ça, c'est important de le dire parce que dans l'approche aidance, un des buts du balado des proches aidants, c'est vraiment de dire vous avez accès à des services partout au Québec. Des fois, c'est pas toujours à point comme on voudrait à 100%, mais il y en a des services. Mais il y en a. Puis, en fait, on est tombé sur une perle. Souvent, les gens disent ça. Ça, c'est le fun d'entendre quand même de tomber sur une perle. Qui aide ma mère au quotidien dans ses défis d'organisation, de mobilisation. Puis, elle vient de plus en plus souvent pour l'aider. Mais on a eu recours aussi avec la situation de mon père qui, après les traitements, est très, très faible, à des préposés aux bénéficiaires à domicile pour le soutenir dans sa... C'est les CLSC souvent, c'est à travers les CLSC? Oui, c'est à travers les CLSC. Malheureusement, dans les régions, souvent, les ressources manquent. Fait qu'on doit se tourner vers le privé, on doit se tourner vers des alternatives. Puis c'est pas faute d'essayer, là. On le voit bien, là, les ressources en CLSC essaient fort, mais ça prend du temps avant de se mettre en place. Ils ont trop de demandes pour
pour ce qu'ils sont capables de prendre, c'est les baby boomers là, qui vieillissent puis qui ont besoin d'aide. Ils étaient très nombreux et nous, on ne l'est pas. Ouais. Donc, tu sais, c'est souvent on se ramasse. C'est ça la tragédie en ce moment, c'est le vieillissement de la population. On le sait, hein. Le mur, il est pas loin, là. On est en train de le frapper, le mur. On sait, c'est connu aussi. Ben, les médecins nous disent, il n'y a pas beaucoup de place dans les résidences. Ça serait mieux à la maison le plus longtemps possible. Ce qui est essentiellement vrai, mais qui demande énormément. En fait, l'approche aidance, c'est vraiment le futur de notre système de santé, il faut se le dire. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, premièrement, de rester chez nous. Qui veut être dans un hôpital? Dans un lit d'hôpital, on veut rester à la maison, mais il faut être capable de répondre donc à ces besoins-là. Mais il reste que c'est ça le futur de notre système de santé. Oui, mais c'est de trouver comment réussir à concilier les besoins des gens qui ont besoin d'aide, puis des familles qui aident pour que tout ça tienne, puis que ce soit pas une entreprise à temps plein, comme un deuxième emploi à temps plein tout le temps. Là. Il faut à un moment donné qu'il y ait comme une certaine paix, aussi une certaine... je sais pas comment dire. Du répit, du recul. Oui, puis une certaine capacité de prévoyance, une certaine stabilité qui s'installe. Dans notre cas, ça a été quelque chose qui a été quand même assez difficile d'installer une stabilité. Oui? Vous avez trouvé ça difficile? Ben en fait, parce qu'on a essayé plusieurs solutions, notamment avec le CLSC, avec l'entreprise privée, mais l'entreprise privée, ça coûte très cher, donc c'est pas toujours à la portée de tous. C'est possible pour un temps court, même s'ils offrent des services là, vraiment intéressants. Mais... Puis avez-vous déjà pensé à ramener vos parents plus près de vous, de la grande ville, donc qui donne peut-être accès à plus de possibilités? Ben, on est comme à mi-chemin. Ouais. Fait que c'est de choisir de qui on les rapproche. Puis c'est certain qu'il y a une résistance de quitter la ville où ils ont vécu toute leur vie. Ouais. Fait que quel choix on fait dans ce cas-là? Oui, on a pensé... En fait, ma sœur a regardé pour des résidences plus près de chez elle, mais c'est pas de l'acquis qui est... Ça va être ce qu'ils vont vouloir. Oui, c'est complexe, hein? Oui. Ça concerne d'autres êtres humains, là? Bien, c'est ça, puis on n'a pas le souhait non plus de provoquer d'autres... d'autres traumas, là? D'autres traumas, oui, je cherchais mes mots, merci. D'autres déstabilisations. Tu sais, chaque mouvement est une adaptation, puis à cet âge-là, l'adaptation est de plus en plus difficile. Donc, il faut trouver les moyens pour faire ça le plus doucement possible. Oui. Parlez-moi justement, une chance, vous avez votre conjoint quand même, hein? Le papa est là, mais c'est pas toujours facile pour vos enfants. Des fois, ils vous l'expriment même. Oui, bien surtout, je dirais ma plus jeune, là, à 8 ans, c'est sûr qu'elle cherche sa mère. Mais c'est qu'on on a aussi une relation qui est très proche, fait que ça, c'est le bout, je dirais, peut-être le plus difficile. Ouais. Quand je suis plus partie, elle me l'exprime, qu'elle s'ennuie, qu'elle voudrait que je sois plus là. Mais sinon, mon conjoint fait un très bon travail là, pour s'occuper d'eux, prendre en charge l'ensemble des activités de la famille ou la routine familiale. Je peux partir l'esprit tranquille. Là. Ça, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Là. C'est plus au niveau affectif qu'on voit les changements là, dans les besoins des enfants, en fait. Et à travers ça, Anne, parce que ça vient toujours avec beaucoup de culpabilité, c'est un mot, je pense qu'on va utiliser beaucoup ce soir, là, et à tous les jours, en fait, mais comment vous faites, vous, pour garder l'équilibre? Puis parce qu'on dit toujours que dans l'approche aidance, il faut aussi penser à nous, il faut prendre soin de nous. Pour être un bon proche aidant, il faut s'aider, il faut se faire aider. Alors, vous, là-dedans, comment vous trouvez l'équilibre? En fait, j'ai toujours eu une passion qui m'aide à garder l'équilibre, puis je m'assure de continuer à garder du temps pour le faire. C'est quoi C'est cette la passion? Course à pied. Fait que ça peut la se faire. Course à pied, wow, ça, c'est bon pour la santé mentale. N'importe aussi, hein? où, n'importe quand. Ouais. Souvent, je traîne mes espadrilles. Quand je vais à l'hôpital, je me dis, si jamais je pourrais repartir dans le trafic, je vais aller courir avant de repartir autour de l'hôpital, c'est pas grave, ou des choses comme ça. Là, je m'assure de trouver des petits moments puis de l'intégrer. Puis je trouve que en fait, l'approche aidance, en quelque sorte, ça ressemble à se préparer à une course.
Parce que quand on commence, on ne sait pas si on se prépare pour un marathon ou un sprint. Fait que là, tu es toujours dans la préparation mentale, puis d'essayer de réfléchir, OK, ça va, tu sais, combien de temps on va être là-dedans, puis c'est quoi la prochaine étape, puis beaucoup dans la visualisation, puis dans l'anticipation de ce qui va se passer. Fait que c'est comme se préparer, dans le fond, visualiser une course, puis se dire, OK, il va y avoir tel défi, tel obstacle. C'est un peu ça, dans le fond, la proche aidance. Oui, puis vous le disiez tantôt que c'est pas simple pour vos parents, mais vous, est-ce que vous l'avez eu, la discussion avec eux, là, de dire, là, regardez, là, il se passe ça, puis vous pouvez plus être dans votre maison, puis il me semble que vous seriez mieux dans une résidence avec des services, avec... Oui, mais c'est arrivé au moment où mon père a eu son diagnostic, puis là, c'était plus possible de bouger. Ouais, c'est ça. Donc, c'est partie remise pour cette portion-là. Vous dites partie remise quand vous pensez à l'avenir. Oui. Anne, quand vous pensez à l'avenir proche, vos parents sont à la donc 74, 77 ans. Qu'est-ce qui vient en tête spontanément? C'est quoi le sentiment? C'est quoi Y a-tu des réponses déjà qui sont là? Y a-tu... Ben oui et non. C'est sûr qu'on a le souhait qu'ils intègrent les milieux le plus adaptés pour eux. Mais après ça, ils ont aussi le souhait de rester le plus près possible de leur ville où ils ont habité toute leur vie. Fait que c'est quoi le meilleur milieu? C'est quoi le meilleur compromis? On est encore dans ces réflexions-là. Oui, parce que même du côté des parents, on le sait, là, c'est difficile. Des deux côtés, c'est extrêmement difficile. Mais il y a quand même une réalité que nos parents, je veux dire, ça va colorer, ça va teinter toute notre vie, leur bien-être, leur situation, s'ils sont bien dans un contexte qui est sécuritaire pour eux. Puis oui, ça reste que c'est pas simple. Bien, ça fait toute la différence là, quand ils sont bien. On l'a vu, entre autres, avec mon père, quand les préposés aux bénéficiaires sont arrivés, puis qui étaient très, très faibles après un traitement, ça a comme apaisé quelque chose pour lui. Puis depuis ce temps-là, ça va quand même beaucoup mieux pour lui. Bien, merci, Anne, de votre témoignage. Vraiment, merci. Je suis certaine qu'il y a plein de gens ici, dans la salle, à la maison, qui se reconnaissent en vous. Là. C'est sûr que ça parle fort, là. Merci infiniment. On voulait aussi parler de soutien donc offert à la génération Sandwich, puis il y en a. Elle est intervenante, donc pivot à la maison à Louis. C'est comme ça qu'on le dit. Elle est surtout la fille, c'est drôle parce qu'elle est la fille d'eux, elle est la mère d'eux, elle est la fille de sa mère et donc la maman de 2 adolescents, Annie-Claude Aucoin. Bonjour, puis merci d'être là. Merci. Alors, vous faites aussi partie de la génération Sandwich. Oui. À quelque part, hein? Et vous travaillez donc dans ce milieu-là communautaire depuis 2007. Alors, vous connaissez ça. Vous connaissez ça, évidemment. Mm-hmm. Votre maman vit avec un trouble neurocognitif. Ma mère vit avec des troubles de vision, en fait. OK, de vision. La dégénérescence maculaire qu'elle a depuis 5-6 ans. Donc, c'est cognitivement, heureusement, elle est toute là. OK, c'est plus mais c'est au niveau d'autonomie physique que c'est plus difficile. OK. Alors, vous jonglez comment avec tout ça dans un premier temps? Ben en fait, un peu comme Anne... Êtes-vous un cordonnier mal chaussé? On pourrait dire, mais un peu comme Anne et Sofiane l'a dit avant, ben la proche aidance, c'est un travail d'équipe. Donc, j'ai la chance que mon papa est à la maison avec ma mère pour pouvoir l'accompagner. Et elle a sa sœur. On a quand même une belle équipe autour d'elle là, pour pouvoir accompagner à divers rendez-vous, accompagner tout ça. Mais le fait que je suis intervenante auprès de proches aidants, je crois, m'a aidée à me préparer de pouvoir épauler la famille. Vous êtes en répétition constante, vous vous préparez. C'est ça. Vous avez des stages, des masterclass, en fait. Exactement. Donc, au fil des années, j'ai accompagné énormément de proches aidants et beaucoup de proches aidantes. J'ose dire que c'est plus des proches aidantes de la génération Sandwich. Énormément de femmes qui... En général, c'est 55% femmes, 45% hommes. Exactement. Donc, des femmes qui doivent jongler avec leur rôle de maman, leur rôle de fille, mais aussi leur rôle professionnel, leur rôle d'amie, leur rôle de femme, de conjointe, etc. Si on a le temps pour ça. On essaie. C'est ça. En fait, je pense que c'est là la place des ressources. C'est d'aider les personnes de génération Sandwich et tout autre type de proches aidants à être capables de
d'enlever pendant quelques minutes le chapeau de proche aidant et reprendre leur autre rôle, de pouvoir passer du temps avec les enfants, de pouvoir s'épanouir au travail, de pouvoir passer des moments agréables avec le conjoint également. Absolument. Parlez-nous donc de cette ressource-là, la maison Aloïs. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette maison-là? Oui, en fait... C'est à Saint-Jérôme, on va déjà dire dans un premier temps. Donc, on est dans les Laurentides à Saint-Jérôme. On est vraiment une ressource pour les gens qui vivent avec des troubles neurocognitifs et leurs personnes proches aidantes. Donc, notre mission est vraiment d'accompagner ces personnes-là tout au long de leur parcours et dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment de pouvoir les épauler au quotidien. On offre des services de soutien psychosocial pour les personnes proches aidantes. Oui, il y a des cafés, causeries, des dîners-conférences, des ateliers. Parlez-nous de ça. Oui, puis on a aussi des ateliers pour les personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs. En fait, on offre du répit. Ce qu'on offre, c'est des activités de stimulation en centre de jour. Donc, les gens qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres types de troubles neurocognitifs viennent passer la journée chez nous, font des activités de stimulation cognitive et pendant ce temps-là, c'est là que ça offre le répit à la personne proche aidante. Oui, puis vous dites que les proches aidants, en fait, c'est des gestionnaires du quotidien. Oui. C'est des chauffeurs, c'est des coordonnateurs de services, puis c'est eux le lien, en fait, hein, autant pour leurs enfants à l'école que le lien avec les services, donc en intervention. Exactement. Puis ça, je pense que c'est la particularité des gens de la génération sandwich, de vraiment se trouver des coordinateurs du quotidien, de devoir jongler avec les devoirs des enfants, de devoir jongler avec les cours des enfants, mais en même temps penser aux parents, penser aux beaux-parents aussi, parce que par expérience, la plupart des personnes proches aidantes que j'ai rencontrées, c'est souvent des proches aidants de carrière, dans le sens où ils sont proches aidants de plusieurs personnes. Donc, j'aide ma mère, mais j'aide aussi ma belle-mère. J'ai aussi peut-être un enfant avec un besoin particulier. Tu sais, j'ai en tête une famille de la maison Aloïs où la dame travaille de la maison, s'occupe de sa mère qui vit avec elle, mais aussi 3 jeunes enfants à besoin à la maison. Donc, c'est vraiment des coordonnateurs. Ils doivent avoir une gestion du temps incroyable. Quel stress, quelle pression quand même. Quand vous vous retrouvez avec des proches aidants, là, justement en atelier, ou vous disiez qu'il y avait des cafés-causeries, des dîners-conférences, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qu'on partage avec vous dans leur rôle de proche aidant, dans leur réalité, en fait? Bien, en fait, ces personnes-là ont souvent besoin de s'exprimer sur leur réalité et de se sentir moins seules. Tu sais, je disais tantôt justement à Anne à côté de moi, pendant qu'on parlait, les histoires des personnes proches aidantes sont à la fois tellement différentes mais similaires. Il y a des choses qui reviennent dans des histoires d'une vie ou d'une autre. Tu sais, ce matin, j'étais en café-causerie et j'expliquais justement la différence entre le mandat de protection, les outils de tuteur ou de mesures d'assistance. Donc, on est vraiment dans les besoins de comprendre ce qu'il y en est et de se sentir moins seul. De savoir que d'autres personnes vivent des situations similaires. Puis aussi, ce que ça permet, c'est vraiment de créer un tissu social. C'est pas rare que nos proches aidants échangent leur numéro de téléphone pour pouvoir s'aider dans le quotidien après. Absolument. Puis c'est important d'avoir des lieux, puis ça a été ça aussi le balado, c'est ça depuis 5 ans, des lieux où on peut parler. On parlait de la ligne Info Aidant qui est tellement important parce que des fois, c'est juste trop, là. Je veux dire, on a beau vouloir. Moi, je dis souvent, quand je parle de mon histoire de proche aidance avec ma mère, et Dieu seul sait, je dis souvent que j'ai eu la chance d'avoir ma famille, mes tantes autour de moi, ses sœurs, mais ça a été quand même 5 années extrêmement chargées. Moi, ça m'a pris 5 ans à me remettre de cette fatigue physique, mais mentale, psychologique, d'intensité, de stress, de nervosité, de vouloir que ça fonctionne, de vouloir des beaux résultats, de voir ton parent qui dépérit. Puis c'est difficile. Fait que moi, je me considère chanceuse parce que je suis bien entourée, fait que j'ai pu partager ça. Mais il y a des gens qui sont seuls parce que dans l'approche aidance, il y a beaucoup d'isolement, il y a beaucoup de solitude. Puis très souvent, on le dit, quand la maladie rentre dans notre maison, tout le monde s'en va. On a moins de monde autour de nous autres parce que les gens savent pas quoi dire, savent pas comment être. Puis je dirais que c'est particulier aussi chez les gens qui accompagnent une personne avec des troubles neurocognitifs parce que l'entourage ne sait pas comment intervenir auprès de grand-maman qui commence à perdre la mémoire ou de grand-papa qui sort dehors en sous-vêtements à moins 30 dehors. Donc souvent, ces personnes proches aidantes de ce type de personnes-là se retrouvent encore plus isolées ou ne serait-ce que parce que la personne qui vit avec un trouble neurocognitif a besoin d'être dans sa propre environnement, donc c'est plus difficile de sortir. Ah oui, puis de partager, puis oui, de pleurer des fois, puis de sacrer, puis de sortir le trop-plein parce qu'on est des êtres humains et c'est juste trop à un moment donné, puis
on peut pas porter tous ces chapeaux-là tout le temps, 24 heures sur 24. Puis on le disait un peu plus tôt, des fois, c'est des histoires de, bon, on a accompagné quelqu'un quelques semaines, quelques mois, quelques années. Moi, on a rencontré des gens, là, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Des fois, c'est des vies entières. Fait qu'on a besoin de soupape, on a besoin de prendre soin de nous, en fait, comme proche aidant. Oui, puis c'est exactement ce qu'on veut faire à la Maison Louis avec notre épi. Donc, pendant les journées où le proche aidé est avec nous à faire des activités de stimulation, bien, il n'est pas rare qu'un proche aidant, les premières fois, ne sait pas quoi faire. Exact. Parce qu'ils ont perdu la passion pour la course à pied ou la passion pour la peinture. Donc, ils doivent réapprendre à être seuls avec eux-mêmes et à redécouvrir la personne qu'elles étaient auparavant. Exact. Fait que c'est toujours, c'est facile à dire, évidemment, mais on le sait, surtout avec le balado depuis 5 ans. Il faut prendre soin de nous, puis il faut garder certaines choses dans notre vie pour notre équilibre physique et mental. Tu sais, vous disiez la course à pied, là, faut jamais arrêter ça. C'est évident parce que c'est ça qui vous aide à survivre aussi. Puis Dieu seul sait que l'exercice, on le sait que c'est bon pour le mental aussi. Ouais. Exactement. Alors, des maisons, justement, comme cette maison-là, Dieu seul sait. En tout cas, allez sur le site de l'appui.org parce que tous les services sont là. Je vous dis un immense merci à toutes les deux. Vraiment. Merci. Écoutez, on a abordé vraiment différents sujets depuis le début de cet ultime épisode, dernier épisode de la 5e saison du balado des proches aidants. Donc, comment se préparer à devenir un proche aidant? On a parlé un peu de la génération sandwich, de jongler donc avec la vie de nos enfants, la vie de nos parents aussi. Et après tout ça, après la post-aidance, c'est comme ça qu'on appelle ça, quand on arrive à la fin, parfois il y a eu un décès, parfois il y a eu un placement, parfois aussi, il y a eu des rémissions, alors la guérison. Et tous ces deuils blancs-là aussi, où la personne parfois est encore là, mais pas totalement et pas entièrement. Alors, on doit traverser tous ces deuils-là. Il y a toutes sortes de deuils à tous les jours. Et il faut reprendre le cours de sa vie. Et donc, comment traverser ces moments-là et comment se reconstruire? Et donc, pour en parler et pour partager, en fait, son expérience auprès de sa grand-mère et de son papa, j'ai le grand plaisir d'accueillir un homme authentique, un homme unique qu'on aime, on l'adore, même si on ne l'a jamais rencontré, c'est clair qu'on l'aime, ce gars-là. C'est un artiste, c'est un rappeur québécois, multitâche, en fait. C'est un acteur, c'est un producteur, animateur aussi. Et donc, il est d'origine de la communauté algonquine de Picogan, donc en Abitibi. Et son parcours de proche aidant est très, très touchant. C'est un gars touchant de toute façon. Samian, merci d'être là. Ben, merci de l'invitation. T'es trop fin. C'est super gentil. Vraiment. Tu sais, je pense qu'on s'est croisés une ou deux fois, toi et moi, puis je t'aime. Puis je sais que les gens, ils sentent ça envers toi parce que t'es entier, t'es authentique. Autant l'artiste que tu es, t'es vrai, tu t'assumes tout ce que tu es, puis tu dois être une grande fierté pour ta famille, pour ta communauté aussi, vraiment. Ben, j'ai aussi un grand privilège, puis tu le nommais tantôt, quand on a un entourage qui est là, qui nous accompagne. Tu sais, je suis un mari, je suis un père de famille, j'ai 3 enfants aussi. Ben, c'est ça. Je pense que je suis privilégié dans la vie. Même si tout ce que j'entends ici, les témoignages que j'entends, ça résonne fort parce que c'est... Quand j'entendais tantôt qu'on disait que ça se ressemble beaucoup, c'est vrai. Ça se rejoint. Ça se rejoint. On entend les histoires de proche aidance et tout. Et puis, c'est tellement difficile de traverser ça. Et puis, on peut pas se préparer à ça, en fait. Non. Donc, quand ça nous arrive dans la vie, on est face à ça et on n'a pas le choix, en fait. Ouais. Et on doit... Et j'ai appris ça, j'ai l'impression en le faisant, en fait, en étant proche aidant en le vivant, tu sais, Dieu nous donne jamais au-delà de nos forces. Et on apprend de cette façon-là. Donc, on est toujours confronté à des situations où on a l'opportunité de les affronter. Et c'est ça. On n'a jamais cette pression-là que ce soit surhumain ou quelque chose comme ça. Oui, puis on a des forces insoupçonnées, puis on a une capacité de résilience, même si c'est dangereux très souvent, parce qu'il faut pas l'oublier. Un proche aidant peut aussi tomber malade. Faut pas oublier ça. Tu sais, chez les personnes âgées, là, c'est prouvé, on a des statistiques que très souvent, l'aidé va partir avant l'aidant. L'aidant, va partir avant l'aidé.
hein, parce que c'est une immense charge, surtout chez les gens âgés. Samiane, j'aimerais ça que tu nous parles de ta grand-maman, Rosanna McDougall, qui est décédée l'été dernier. Cet été, tu as perdu ta grand-maman, alors mes condoléances, sincèrement. Merci. À ma fête. Hein? Le jour de mon 42e anniversaire. Es-tu sérieux? Ouais, elle est rentrée à l'hôpital fin du mois de mai. Je suis allé en Abitibi, j'étais en tournage et puis elle était rendue à la maison des aînés. Dans les réserves indiennes, on dit encore réserve indienne, oui. Peut-être les gens vont dire communauté autochtone, mais dans les communautés, dans les réserves, il n'y a pas de CHSLD ou des choses comme ça. Les aînés sont pas placés. C'est une maison des aînés où ils peuvent encore parler la langue, avoir des mecs qui connaissent et tout. Elle était rendue à la maison des aînés parce que, bon, il y avait un début de démence et tout. Donc, je suis allé la voir à la fin du mois de mai et on savait pas qu'elle était malade. Et au mois de juin, j'allais faire un concert à Picogan et ça faisait 20 ans que j'avais commencé à faire de la musique à Picogan. Donc, ma grand-mère attendait ce moment-là. La veille du concert, elle est rentrée à l'hôpital. Et elle s'est cassée une hanche et on a découvert, en fait, les médecins ont découvert qu'elle avait une masse 11-12 cm au foie. Donc, elle ne savait pas ça, vous ne saviez pas ça? Personne ne savait qu'elle avait un cancer très avancé. Les médecins ont dit qu'il ça peut-être un mois à vivre. Et effectivement, elle est rentrée le 13 juin et puis est partie le 11 juillet, un mois plus tard. Fait que pour nous, tu sais, à la fin du mois de mai, jusqu'à son départ en famille avec mon épouse, mes enfants, à tous les week-ends, on partait de Sainte-Adèle dans les Laurentides jusqu'à Picogan pour voir ma grand-mère à l'hôpital. Fait que c'est ça, la vie est faite comme ça, on peut pas prévoir ces choses-là, mais quand ça arrive, il faut être là, en fait. Il faut juste être là, ouais. Puis ta grand-mère, quand même, quand je lisais donc la recherche, elle a toujours été très bien entourée parce que ta mère a tout laissé pour aller s'occuper. Je l'ai rencontrée, ta maman, en fait, dans les journées de l'appui. Là, on a animé un séjour à l'appui, donc à Québec. Et j'ai rencontré ta mère qui m'en a parlé. Puis ta tante aussi, elles étaient très, très présentes, en fait, auprès de ta mère. Oui, parce que ma mère et ma tante habitent encore à Picogan, sur la communauté. Donc, vu que ma grand-mère elle vivait avec ma mère au départ, mais là, la maison des aînés, c'était beaucoup plus adapté pour elle. Parce qu'être proche aidant aussi, il y a des parties, à un moment donné, il y a l'avocate, tantôt que j'oublie son nom, Julie, qui parlait tout à l'heure il y a une limite à ce qu'on peut faire en tant qu'humain. Je veux dire, il y a une perte des fois tu sais, j'essayais, moi, à tous les week-ends, ça faisait 7 fins de semaine en ligne qu'on allait. Mais c'était aussi pour donner un répit à ma mère et à ma tante. C'est ça, j'allais te demander, toi, ton rôle dans tout ça. Là, c'était pour donner du répit à ta mère et ta tante. Exact. Fait qu'on arrivait les vendredis, on faisait les week-ends, on était là avec elle. Et à un moment donné, je me rendais compte que ma grand-mère, j'allais la chercher, je l'emmenais à l'église. Et juste de l'asseoir dans l'auto, c'était un projet, oui. Puis une fois à l'église, tu sais, elle était pas vieille, elle a 79 ans, ma grand-maman, puis elle partait à la salle de bain, puis là, c'était comme... Moi, son petit-fils, tu sais, puis elle m'a adopté. Moi, j'avais 1 an, ma grand-mère. Fait que c'est un peu comme ma maman aussi. Fait elle allait à la toilette, puis elle va-tu tomber? Elle va-tu pas tomber? Puis qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux-tu y aller? Je devrais-tu y aller? Ouais, puis je veux pas son intimité. Ben, c'est ça. Fait que c'est tout ça en même temps où tu fais comme... on dirait qu'il y a une limite, puis là, j'allais voir ma tante, mais ma tante est pasteur. Elle, il faut qu'elle aille prêcher en avant avec mon oncle. Puis là, j'étais comme, mais il faut que mamie est aux toilettes. Fait qu'à un moment donné, tu réalises que c'est... Oui, mentalement, c'est très, très, très exigeant. Ouais, fait que c'est là où l'entourage, c'est là où la famille, c'est là où on réalise qu'on peut pas... Il y a une certaine limite à c'est ça, l'intimité, à ce qu'on peut faire. Tu sais, je l'ai vécu avec mon père, c'était complètement différent, mais de le vivre avec ma grand-mère, il y a une intimité que moi, je me permettais pas peut-être comme proche aidant. Tu m'as ouvert la porte, évidemment, c'est là que je vais aller aussi, parce que tu as été le proche aidant de ton papa. Ça, c'est vraiment une autre expérience, puis on va le dire parce que tu l'as partagé avec nous. Ton papa était itinérant, et c'est toi qui l'as sorti de la rue, en fait, et qui s'est retrouvé donc chez toi. Ça a été un autre exercice complètement différent, là. Ouais, parce que ça faisait des années, on s'était perdu de vue, puis mon père était malade, mon père était alcoolique, toxicomane, donc c'est sûr qu'il y avait beaucoup de...
on perdait connexion pendant une période de temps. Fait que ça faisait quelques années. C'est arrivé avant ta grand-mère ou après? Là, c'est bien avant. Oui, c'était bien en avant 2013. OK, 2013. Oui, on recule de 12 ans. Puis mon père, je l'ai retrouvé souvent. On dit, bon, c'est une journée comme une autre, mais j'étais en meeting sur la rue Saint-Denis. Je descends la rue Saint-Denis après mon meeting. J'étais au coin de Sainte-Catherine-Saint-Denis. Il y a beaucoup d'itinérants dans le coin, mais il y a un mendiant qui est là sur le coin de la rue et c'est mon père. Et on s'est vus et... Attends, c'est, mon Dieu, c'est touchant d'entendre ça. Est-ce que ça faisait longtemps que tu avais vu ton père? Est-ce que tu l'avais déjà vu sur ce coin de rue-là? Tu savais-tu qu'il était dans... Non. Mais tu l'as reconnu? Oui, on s'est vu. Oui, ça faisait quelques années que je l'avais pas vu. Mais j'étais... je le savais parce que l'été d'avant, j'étais en concert au Francophonie à Montréal. Et... à la place des festivals, et puis je l'ai vu en plein milieu de la foule. Il y avait 15 000 personnes ce soir-là au spectacle. Et en plein milieu de la foule, j'ai vu les yeux de mon père, et je savais dans son regard qu'il était devenu en situation d'itinérance. Et c'est resté comme ça. J'ai essayé de le chercher pendant le reste de la soirée. Je ne l'ai jamais retrouvé, mais l'année d'après, là, je l'ai vu sur le coin de la rue. Et j'apprenais qu'il vivait dans une petite chambre sur la rue Saint-Hubert, vraiment un petit taudis. Crack house. C'était vraiment une place où il y avait beaucoup de souffrance et à un moment donné, il a fallu que je le sorte de là. Il a fallu que je l'emmène à la maison. Puis il a accepté. Ouais, pas sur le coup, parce que sur le coup, c'est mon père. Puis mon père j'apprenais beaucoup de choses. Quand tu deviens aidant comme ça de quelqu'un de proche, là, après ça, c'est le cancer. On a appris qu'il y avait un cancer, des métastases. Là, je faisais tout, les suivis médicaux, ces choses-là, mais là, j'apprenais sur sa situation. Tu découvrais un homme que tu avais perdu de vue depuis 20 ans. Là. Ouais, pas depuis 20 ans, mais c'était toujours on and off. On était toujours... Il est sorti de ta vie à quel âge, Samiane, ton père? Quand je suis né, il est allé vivre dans l'Ouest canadien pendant les 3 premières années. Okay. Ma grand-mère a toujours été là pour moi. Ma mère aussi. Donc, je suis resté dans la famille de ma mère. J'ai grandi avec ma mère. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, j'ai toujours été encerclé. Entouré de femmes. Toujours entouré de femmes. J'ai 2 sœurs. Mon Dieu, t'as 2 sœurs en plus. Oui, fait que, tu sais... Pas reposant, ça, quand même. Et, je vais me taire. Okay. Mais c'est ça, fait que quand je l'ai retrouvé, c'était on and off, tu sais, fait que je l'ai retrouvé, ça a été... Mais à un moment donné, c'est que t'as aussi un itinérant chez vous. Tu sais, fait que mon père, c'était aussi ça. Puis il y a toute cette frustration-là qui remonte à un moment donné de dire pourquoi lui n'a pas été là pour moi, puis qu'aujourd'hui, par la force des choses, moi, je dois prendre soin de lui. Et c'est tout ça. J'ai appris qu'il était bipolaire par sa médication. Il prenait peut-être 40 de pilules par jour. Donc, pendant son séjour chez toi, tu as découvert l'homme que tu connaissais pas. En fait. Ouais. J'ai plein de choses. Puis c'est fou parce que ça a tout remis ma vie avec lui en perspective. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que ça a tellement été une belle chose dans ma vie. Donc, quand vous traversez des périodes difficiles en aidant quelqu'un, quand vous accompagnez quelqu'un, c'est très difficile sur le coup. On a envie des fois de tout sacrer là puis d'abandonner. De se sauver. Moi, je suis tombé malade. Ma santé mentale en a pris un coup. Ouais. J'ai commencé à faire des crises de panique quand je m'occupais de lui. Donc, il a fallu que je voie un psychiatre. Il a fallu que je voie une psychologue. J'ai dû être médicamenté. Tu parlais souvent des personnes qui aident, qui tombent malades. Moi, ça a été mon cas. Puis toi, c'était chargé aussi de pas juste l'exigence d'être un proche aidant, mais justement, comme tu dis, c'était ton père là, qui lui... Ouais. J'avais mon fils aussi, j'avais Malik qui était jeune dans ce temps-là, fait que je m'occupais de mon fils, je m'occupais de lui, je les emmenais les deux à l'épicerie, puis j'étais comme, OK, j'ai 2 enfants, puis je demandais à mon fils de surveiller mon père, puis puis j'avais de la misère à demander à mon père de surveiller mon fils, puis tu sais, c'est une traversée du désert, on voit rien, c'est vraiment un gros nuage qui est là, mais au final, tu sais, j'ai réalisé que dans toute son imperfection à mon père, si le rôle d'un parent dans la vie, c'est d'enseigner quelque chose à son enfant, dans toute son imperfection, il aurait été le père parfait, finalement. Parce qu'il m'a appris à pardonner, il m'a appris à lui dire de son vivant que je le pardonnais. C'est ça, t'as eu cette chance-là, à travers toute cette exigence-là, de pouvoir parler avec ton père, de lui parler de toi
Ouais. Parce que c'est ça aussi, ça peut servir à ça aussi, la proche aidance. Ça peut servir, puis il faut ultimement de dire, il faut régler nos affaires, il faut se dire les choses, mais c'est plus facile à dire que de le faire, mais ça permet ça aussi, la proche aidance, cette intimité-là. Tu sais, moi, je dis toujours, avec ma mère, c'est la relation d'intimité la plus grande que j'ai vécue dans ma vie, à tous les niveaux. Fait que tu as eu ça, cette rencontre-là avec ton père. Ouais, puis à travers tout, à travers des silences, à travers des... Il faut juste être là, en fait. Puis c'est ça que je réalisais. Lui, c'était un des meilleurs cuisiniers au monde, OK? Fait que j'ai acheté un barbecue, j'ai fait un petit truc sur ma terrasse en arrière, un petit coin juste pour lui avec un barbecue, puis... T'imagines comment il a dû être heureux? Ouais, je pense qu'il aimait ça. Il me faisait encore des bons steaks, puis, tu sais, on essayait peut-être, pas de rattraper le temps perdu, parce qu'on a perdu beaucoup, mais ce qu'on pouvait aller chercher de tout ça, tu sais, je l'emmenais à l'église, j'essayais du mieux que je peux de juste être présent, puis quelqu'un qui parlait tout à l'heure de la culpabilité, tu sais, puis je me rappelle des fois, je trouvais ça tellement difficile parce que j'étais comme, même si c'était au-delà de mes forces, des fois, j'étais comme, j'aurais aimé faire mieux, j'aurais aimé lui offrir plus, tu sais, puis parce que des fois on se pognait, tu sais, veux pas, mais c'est pas parfait, hein, tout ça, c'est vraiment des moments, c'est vraiment difficile. Mais toute cette force-là, Samiane, parce que clairement, tu as eu un papa qui t'a abandonné, tu l'as retrouvé dans la rue, tu lui as sauvé la vie, en tout cas les derniers moments de sa vie. Toi, tu as puisé ça où dans ta vie, cette capacité-là Bon, tu parles des femmes qui ont été autour de toi, de ta mère, tu as été entouré de femmes, mais quand même, là, je veux dire, tu aurais pu être un garçon très, très révolté, tu aurais pu mal virer dans la vie, là, tu sais. Où tu as puisé ça, toi, dans ta vie? Ben, ça revient à ma grand-mère. Tu sais, ça revient à ce que ma grand-mère a fait pour nous. Ma grand-mère, c'est une survivante des pensionnats autochtones. Donc, elle a vécu toutes ces atrocités-là. Elle a été... Et mon arrière-grand-mère, moi, j'ai connu mes arrière-grands-parents. Donc, on avait 5 générations dans notre famille quand mon fils est né. C'est des gens qui ont une sagesse. C'est des gens, dans les communautés autochtones, on a souvent beaucoup de négatifs de ces histoires-là, mais j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont appris à peut-être à écouter, en fait. Et des fois, c'est ça. En fait. Des fois, c'est pas toujours dans... Des fois, il faut apprendre à se taire. Des fois, il faut apprendre à être là pour les autres. Des fois, il faut apprendre à écouter. Mon arrière-grand-mère, je pense qu'elle a été la preuve vivante d'avoir toutes les raisons du monde de détester la société, de détester l'État, l'Église catholique par rapport à tout ce qui s'est passé avec les pensionnats autochtones, et au contraire, ils ont choisi de pardonner. Et ça, pour moi, ça a été un grand exemple dans ma vie de résilience, de sagesse, de faire des choix, en fait. J'aurais pu mal virer, j'ai déjà mal viré, mais il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que qu'à un moment donné, tu es face à des choix, puis c'est important. Puis je pense que j'ai une famille, et j'ai encore une famille qui m'aide à focusser sur des bonnes choses, en fait. En fait, ils avaient assez d'amour dans leur cœur pour être capable de déposer cette sagesse-là en toi, en fait. Hein? Par beaucoup d'amour et beaucoup, même si, tu sais, je suis capable aujourd'hui d'en parler de cette façon-là, et même si ça a été des traversées du désert très... très difficile et très sombre, mais à quelque part, il y a toujours une petite lumière à quelque part qui est là, et ma grand-mère, ça a été ça, tu sais, le fait qu'elle soit partie le jour de mon anniversaire, il y a toujours du beau dans un drame, tu sais, il y a toujours du beau dans ce qu'on... J'aurais pu choisir de voir ça négativement parce que c'est la perte d'un être cher, mais en même temps... Elle a choisi de partir un jour de fête. Elle a choisi, elle a choisi de passer minuit cette journée-là, et c'est pas pour rien. Puis les infirmières sont venues parce que fallait qu'elle la déplace et tout. Puis j'ai eu le privilège ce soir-là, avant mon anniversaire, d'aller la voir. Puis quand ils l'ont tournée de côté, mais elle a ouvert ses yeux. Et là, j'étais allé voir, j'étais mamie, puis elle a essayé d'attraper ma main. Puis ça a été son dernier petit regain d'énergie. Et est partie tout de suite après. Fait que la vie, des fois, nous envoie des signes. La vie fait que on peut pas être amer de certaines situations comme ça. Ça vient avec des cadeaux aussi. Ça vient aussi avec des cadeaux, même si c'est
extrêmement difficile. La proche aidance, il y a une bénédiction qui vient avec ça. Pas sur le coup, parce qu'on la comprend pas sur le coup. On est collé dessus, c'est ça. Mais quand on se met à réfléchir à tout ça et puis qu'on réalise que je sais pas, mon père disait ça, mon père était itinérant, puis il me disait toujours Dieu est jamais en retard. J'ai jamais su où j'allais dans la vie, mais partout où je suis allé, il y a quelqu'un qui m'attendait. Et c'est ça aussi, en fait. Fait que quand on est dans des situations plus difficiles, il y a une raison pourquoi on la vit. Et souvent, on l'apprend plus tard. Et puis, on le comprend plus tard. On comprend les choses plus tard. Et ça a été quoi, le départ de ton papa? Comment vous avez vécu ça? Tu étais là aussi, j'imagine. Ouais. Et vous vous êtes laissé comment? Ah, ben là, mon père était rendu aux soins palliatifs. C'était le bordel. On était à l'hôpital Notre-Dame. Il rentrait beaucoup à l'hôpital. Et puis, on est rentré un vendredi à l'hôpital. Il était à l'urgence. Les médecins ne savaient plus trop ce qui se passait. Puis, il était en phase terminale. Là. Il est décédé le dimanche, mais le vendredi, les médecins étaient comme, ils crachaient du sang, un cancer du poumon et tout. Puis il y avait un médecin à l'urgence qui était comme, est-ce que vous êtes correct? Il savait pas son dossier, c'était des rideaux, il y a des ambulances qui arrivaient, c'était vraiment chaotique. Et il y a une dame qui est arrivée des soins palliatifs, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, votre père va mourir aujourd'hui. Elle a dit, on va vous monter au 6e étage, il y a personne, comme ça vous allez pouvoir être tranquille. Et il a commencé à avoir de la médication 24/24, qui est un Dilaudil. Et évidemment, il a fermé ses yeux pour 24 heures, mais juste le moment où il est parti, c'est un moment magnifique. Mon père, il avait les yeux fermés, évidemment, il était presque inconscient, mais il a ouvert ses yeux d'un coup, puis il regardait en haut. Comme si quelqu'un venait le chercher. Il regardait au-dessus de son lit comme ça, puis il avait 2 yeux grands ouverts, puis il y a une larme qui a coulé, puis ça a été son tout dernier souffle. Et t'étais là? Et j'étais là. Et c'est un cadeau de pouvoir assister à ça, de pouvoir sentir ce... c'est ça, tu sais. On n'est pas prêt à ça. Il n'y a aucune façon, je pense, de se préparer à ça. Mais quand ça arrive, c'est ça. Dieu ne nous donne pas des choses au-delà de nos forces, mais au contraire, on apprend, puis c'est une leçon. Et des fois, c'est un cadeau. Ouais. Puis au niveau de l'inspiration, je pense que toi, c'est pas à travers le deuil que tu crées. Est-ce que c'est dans la souffrance que tu crées? Est-ce que ça t'a aidé à créer ou est-ce que c'est au contraire? C'est venu plus tard? C'est venu plus tard. Ouais, j'ai écrit une chanson plus tard qui s'appelle L'Itinérant, qui est une lettre, en fait. C'est vraiment une lettre à mon père. Ça a pris du temps. Non, je suis pas capable d'écrire. Même avec ma grand-mère cet été... ça va venir à un moment donné, peut-être. J'avais déjà écrit une chanson qui raconte l'histoire de la vie de ma grand-mère qui s'appelle Blanc de mémoire, qui est toute l'histoire d'un enfant qui traverse les pensionnats jusqu'à devenir un aîné. Mon père, ça a été une chanson qui s'appelle L'Itinérant, et puis c'est venu des années après, mais à un moment donné, la poussière retombe et puis l'inspiration vient, puis c'est... mais dans des moments d'intensité, en fait, c'est difficile de... Faut que ça se dépose. Ouais, ça exact. viendra. Ouais. Samiane, merci tellement. Puis justement, on a la permission, puis on est content parce qu'on va présenter justement cette chanson-là, L'Itinérant. On va faire tourner un extrait du vidéoclip aussi. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à toi. Beau cadeau. Merci. Cet homme étendu sur le trottoir, sachant que derrière ses larmes se cache une histoire. Il cherche à boire, il cherche à manger, sans famille, sans toit sous lequel se ranger. Il revient de loin, il a beaucoup à dire, mais les gens le regardent de loin, peur de salir. Pourtant c'est l'un des nôtres, et il tend la main. Il a faim et avant tout c'est un être humain. Dieu a un regard sur lui que nous on n'a pas. Il est plus riche qu'on pense, il a ce que l'on n'a pas. Il a de l'amour, même si son cœur est lourd. Il pense aux autres avant de crier au secours. Sa vie est un fardeau, il a besoin de sommeil, d'un peu de repos et qu'on lui tende l'oreille. Ce n'est pas l'argent, ne sors pas ton change. Ce qui lui fait mal, c'est notre indifférence.
sac à dos à l'épaule, les hivers sont rudes. Il rêve d'un repas chaud et non d'un voyage dans le sud. Il est aux premières loges de monde cruel. Quand il cherche du réconfort dans un fond de ruelle, rempli de compassion pour ceux qui vivent comme lui, sans abri, le visage abîmé par la vie. C'est l'enfer, il rêve d'une place au paradis. Il est si près, affecté par la maladie. Partout où il va, on lui ferme la porte. On ignore sa gentillesse, on regarde ce qu'il porte. Il vit au jour le jour, cherchant de quoi se nourrir. Il n'a rien à t'offrir à part son sourire. Il a l'air fort, mais si fragile. Il est si vrai, les yeux si vides. Chaque jour la même prière, il crie à l'aide. Il regarde les passants, mais personne s'arrête. Mais ses souvenirs s'estompent. Il a des secrets qu'il emportera dans sa tombe. Il doit se battre chaque jour, c'est sa réalité. Il gèle ses émotions pour l'affronter. C'est une vie qu'il n'a pas choisie. Ses mauvais choix ont pourri sa vie. Il s'accroche à l'espoir, il garde confiance. Il donnerait tout pour une seconde chance. Cherchons un abri, cherchons un appui. Sa vie est un cauchemar, les soirs de pluie. Il attend le beau temps et le temps est long. Personne à qui parler, il est seul au monde. Il a un fils qu'il a négligé, mais il a un fils qu'il a retrouvé. Je donnerais tout pour te prendre dans mes bras. Ce texte est pour toi, papa. Que c'est touchant. Mon Dieu, que c'est beau. Samian a voulu rester avec nous. Et pour donc nous accompagner davantage dans notre réflexion sur le deuil, la reconstruction, j'accueille maintenant un travailleur social que j'ai aussi connu l'an passé à Québec dans les Journées de l'appui. Donc, un travailleur social et chef multidisciplinaire donc de la Maison des soins palliatifs, Michel Sarrazin à Québec. François Rainville, bonjour. Bien, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Je suis vraiment très touché. C'est sûr qu'après... Après avoir entendu l'histoire de Samian, ce partage-là, c'est extrêmement touchant, puis ça me rappelle tellement l'importance de l'humilité. Tu sais, moi, je suis travailleur social, justement, j'accompagne des gens, des proches qui accompagnent quelqu'un qui est en fin de vie, des fois un petit peu avant, au centre de jour de la Maison Michel Sarrazin, donc des gens qui ont des cancers métastatiques ou des cancers finalement incurables. Puis on accompagne les gens dans cette période-là de proche aidance ou les gens dans cette période-là de leur maladie. Puis dans le fond, je me rends compte qu'il faut tellement être humble parce qu'on ne sait pas d'où les gens viennent, quelle histoire ils ont eue. Ils viennent nous raconter les choses, ils viennent se déposer avec nous. Donc vraiment, là, ça me rappelle l'importance de l'humilité puis d'accueillir les gens, peu importe leur vécu. Là, c'est tellement important. Puis je disais, pendant qu'on écoutait un extrait donc, du clip de Samian, que mon Dieu, que ton père, ça a dû être un cadeau dans sa vie de te trouver, que tu l'aies pris, que tu l'aies porté jusqu'à la fin de sa vie, là. Mon Dieu, que ça a dû être un cadeau immense pour lui. Ben, je pense qu'il... Tu sais, au départ, je sentais tellement peut-être sa déception. Tu sais, le regard dit tout, c'est comme peut-être sa déception que moi, je l'ai vu comme ça. Tu sais, je pense que ça, j'avais senti ça. Mais au final, tu sais, j'étais juste son fils unique. Tu sais, j'ai deux sœurs, mais on a des pères différents. Donc, de mon papa, je suis son garçon unique. Donc, mais tu sais que la vie t'est remis sur son chemin. Exactement. Tout ça, là, c'est extraordinaire. Oui, tu accompagnes les gens, en fait, du début jusqu'à la fin aussi. Et je trouve ça intéressant aussi, François, parce que tu dis que c'est important de dire que les proches aidants vivent un deuil unique. Oui. C'est vrai, parce que, tu sais, dans une famille, on peut être plusieurs, mais s'il y en a une de ces personnes-là qui est le proche aidant, la relation est très différente. Le deuil est différent. Absolument. Puis tu sais, t'as nommé, on peut avoir 2 sœurs, 2 frères, mais on n'a pas le même rapport avec son père ou sa mère. Donc moi, j'ai une sœur. Puis oui, on a le même père, mais on n'a pas le même père non plus. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. On a un rapport différent. Donc quand vient le temps de la perte, c'est différent aussi. Puis non seulement les relations sont différentes, mais aussi les circonstances puis les liens sont différents. Non, puis tu sais, dans la prochaine danse, l'intensité de ce lien-là. Là, exactement. Ça, c'est puissant, là.
Oui, puis on a vu tantôt des exemples, dépendamment jusqu'à quel point on doit s'impliquer auprès du proche aidant. On est-tu loin? Est-ce qu'on habite proche? Est-ce qu'on y va à chaque fin de semaine? Est-ce qu'on est là presque 24/24? C'est sûr que ça change complètement aussi le lien, puis ce qu'on va devoir reconstruire dans l'après, hein, parce qu'on commence à parler de la post-aidance. Quelqu'un qui s'occupe de son proche 24/24, que sa vie tourne autour de ce rôle-là. Oui, c'est quelques semaines, quelques mois, des années. Exactement. Donc, quand ça fait des années finalement, notre identité, c'est proche aidant, parce que le reste, on a dû, pour toutes sortes de raisons, le mettre de côté, pour toutes sortes de raisons, pour être proche aidant, pour prendre soin de cette personne-là, à ce moment-là, l'intensité de la redéfinition qu'on aura à faire dans l'après est d'autant grande que l'intensité qu'on a mis dans la proche aidance, au bout du compte. Exactement. Puis je trouve ça intéressant parce que tu dis aussi qu'il y a différentes façons de vivre les émotions. Absolument. Et je fais le lien avec ce magnifique petit bouquin que tu as écrit. Puis en fait, c'est ton histoire. C'est le deuil illustré. Puis c'est devenu le deuil animé aussi parce Absolument. que sur l'appui.org, donc vous avez produit une bande dessinée animée, des petits films animés qui touchent justement à ce projet-là. Parle-nous de ça. Absolument. Mais dans le fond, c'est un projet que j'ai écrit, dans le fond, avant de travailler à la Maison Michel Sarrazin. Moi, je travaillais dans les hôpitaux, à l'hôpital du Saint-Sacrement, en particulier au CHU de Québec. Puis j'ai pris une année sabbatique pour réfléchir à tout ça. Puis, finalement, entre le temps que j'ai traversé, entre les deux, finalement, entre l'hôpital puis la Maison Michel Sarrazin, finalement, ça a duré 9 mois, parce qu'après 9 mois, la Maison Michel Sarrazin m'a appelé, puis François, tu viendrais-tu chez nous? On a besoin de toi. Parfait, je m'en viens. Fait que 9 mois, temps d'une gestation, hein, n'est-ce pas? Fait que j'ai réussi à accoucher de ce projet-là, mais le temps que finalement, que je réussisse à le produire, on le sait, quand c'est une œuvre, ça prend du temps, mais ça a pris finalement 3 ans. Le livre est sorti en mars dernier, puis on a lancé, grâce à l'appui pour les proches aidants, les vidéos au mois de septembre. Donc, le grand lancement a été fait. Donc, ça a été vraiment coproduit. C'est une coproduction Maison Michel Sarrazin, appui pour les proches aidants et Deuil Jeunesse aussi. Puis les 40 ans aussi de la maison, c'était Absolument. aussi dans le cadre de la célébration également. Et donc, c'est imagé, c'est illustré. Et c'est intéressant parce que tu utilises des images de cours d'eau québécois pour illustrer différentes émotions, en fait. Oui, parce que, tu sais, finalement, un peu comme dans l'exemple qu'on vient d'avoir, quand on est face à la perte, quand on est face au décès de quelqu'un, on peut pas se préparer, hein, tu l'as dit, Samiane, puis on sait jamais exactement comment qu'on va réagir, quelle émotion on va avoir, on n'a aucune idée. Puis ça peut être très, très différent d'une personne à l'autre. Des fois, on a des membres de famille qui vont dire « Ah, mais je comprends pas, tu sais, mon frère, pourtant, il est proche, mais il pleure pas, il réagit pas, qu'est-ce qui se passe? » Moi, j'utilise justement les cours d'eau du Québec, donc... Oui, la chute Montmorency, Rivière-Blanche, le fjord du Saguenay. Absolument. J'aimerais t'entendre là-dessus, comme la chute Montmorency, c'est quoi cet exemple de... On s'imagine quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui... Si on fait le parallèle avec une chute, donc ça pleure beaucoup, c'est explosif, c'est bruyant une chute. Donc on s'imagine quelqu'un qui est plus en crise, que les pleurs sont très forts, qui crie. J'aime ça dire aussi, quand on s'approche de la chute, on se fait éclabousser. Donc les autres autour se font éclabousser tellement sa réaction est forte. Donc ça, c'est pas une réaction qu'on voit de façon si typique que ça, mais ça peut arriver. Puis c'est normal que ça arrive aussi. Si on parle de la Rivière-Blanche, c'est drôle parce que j'étais vendredi dernier, j'étais à Rimouski pour une conférence. Puis la Rivière-Blanche, c'est à côté de là, c'est à Saint-Ulrich. Puis c'est une rivière qui se jette aussi dans le fleuve, mais la chute, quand elle se jette dans le fleuve, c'est intense. La Rivière-Blanche, c'est comme des espèces de petits rapides avant. Fait qu'on s'imagine quelqu'un, oui, qui vit des émotions, on les voit. On sait ça coule, il y a peut-être des pleurs, mais c'est pas si intense que ça. Puis le fjord du Saguenay, c'est le fameux fjord du Saguenay. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Tadoussac. Oui. Bon, quand on traverse pour aller à Tadoussac, puis on prend le traversier, on regarde le fjord, c'est magnifique. Puis on regarde le fleuve, mais qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a l'impression que le fjord coule dans le fleuve? Non. Pas vraiment. Donc, mais pourtant, le débit d'eau du fjord vers le fleuve est beaucoup plus grand que le débit d'eau peut l'être de la chute Montmorency. Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui vivent ça à l'intérieur. Donc, ça paraît pas de l'extérieur, mais ça veut pas dire qu'il se passe rien en dedans. Exact. Puis d'autres, on va aller vers d'autres images. J'utilise beaucoup l'image des vagues, les fameuses vagues d'émotions. C'est pour moi qui l'ai inventé. Hein? On parle souvent du deuil en termes de vagues, différentes vagues d'émotions. Ça fait longtemps que cette image-là est utilisée. Mais quand j'ai écrit ce livre-là, je l'ai fait réviser par un adolescent et une personne de 80 ans parce que je voulais que ça puisse rejoindre les gens de 7 ans et plus. Mais bref, l'adolescent qui a lu mon livre, il a dit « c'est bien beau ton image de vague, François, mais j'en ai pas de vague, moi. » Okay. Puis lui, il avait été proche aidant aussi de son papa, qui était décédé il n'y a pas longtemps.
pendant des années, il avait été malade. Il dit, mais j'en ai pas de vague. Je dis, OK, vous devez voir, c'est quoi que tu vis, toi? Ben, il dit, moi, c'est rien, je sais pas, c'est vide. Ah, j'ai dit, parfait. Toi, dans le fond, ça m'a amené l'image, le bateau est pris dans les glaces. Donc, c'est pas le bateau qui combat des vagues, c'est pris dans les glaces. Donc, une paralysie, une absence d'émotion. Rien, c'est quelque chose, hein? Exactement. C'est ça. On ressent, c'est pas clair nos émotions, on le sait pas c'est quoi, mais on se sent vide, on se sent plat. On sent pas des vagues, au contraire, on sent un très grand plat. Ça aussi, c'est une réaction qui est normale. Absolument. Donc, si les proches voient ça, bien, des fois, ils vont se demander, est-ce que c'est correct? Est-ce que ça a du bon sens? Mais moi, à travers ces images-là, je suis en train de normaliser, peu importe comment vous réagissez, c'est quoi vos émotions? Êtes-vous comme la chute, comme le fjord? Est-ce que les temps suivants, vous êtes plus dans les vagues d'émotions ou vous êtes dans une espèce de plat émotif? Peu importe, c'est normal. Puis tu vas plus loin parce qu'il y a aussi des images de drapeaux en lien avec la plage. Alors, tu sais, quand le drapeau vert, il est sur la plage parce que tu peux aller te baigner, il y a le drapeau rouge, puis là, toi, tu as aussi le drapeau jaune. Oui. Peux-tu nous expliquer, donc, l'histoire des drapeaux? Bien, absolument. Les gens dans le deuil, comment dire ça? Des fois, ils s'imaginent qu'il y a un début, un milieu, une fin. Hein? Fait que là, je dis, bon, on prend l'image soit du bateau pris dans les glaces ou celui dans les vagues. Bien, une fois que c'est terminé, ça, cette tempête-là, ces vagues-là, ou une fois que la glace, le bateau est dépris des glaces, parfait, mon deuil est fait, hein? Mon deuil est fini. Est-ce que ça se fait, ça, un deuil? Est-ce que ça arrive, ça, un deuil qui est fait? Ça se passe pas exactement comme ça. Tu sais, c'est pas un début, un milieu, puis une fin. Les fameuses étapes, c'est plus des émotions possibles, puis les gens, quand ils le vivent, se rendent compte que c'est pas un processus linéaire. D'ailleurs, les auteurs des étapes le disent aussi, c'est pas de même. Donc, ça a été fait, au niveau des étapes, ça a été fait pour essayer de comprendre de façon théorique c'est quoi qui est vécu, mais dans la réalité, personne ne le vit en étapes. 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, bref, une fois que l'espèce de moment initial, que ce soit une tempête, que ce soit des glaces, est passé, bien, on pense que justement, on va être passé à d'autres choses, tout est beau. Mais ça se peut qu'un an plus tard, 2 ans plus tard, 6 mois plus tard, on vive quelque chose, puis ça nous ramène dans notre deuil, que ce soit une odeur, une chanson, Tout à fait. peu importe c'est quoi, ça nous ramène, puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Puis ça ne s'explique pas, je veux dire. Si ça fait normal, 1 an que la personne est partie, ou 2 ans, ou même 3 ans, tu peux avoir des fois une semaine où ça va vraiment mal. Ça arrive, on est des humains, en fait, ça se peut, tout ça. Absolument. Puis les fameux drapeaux, bien, comme tu l'as dit, quand on va sur la plage, quand c'est drapeau vert, tout est beau, on va se baigner, ça marche. Il n'y a pas de danger. Tout est magique, bon, on a du plaisir. Quand c'est le drapeau jaune, il faut faire attention. Hein? Il y a certaines activités nautiques qu'on ne peut pas faire, c'est pas le temps de sortir le voilier, peut-être le surf, oui, parce qu'il y a des belles vagues. Mais donc, il faut faire attention. Quand c'est drapeau rouge, il ne faut même pas s'approcher de la mer, parce que là, c'est trop dangereux. Donc, ce que je dis, le parallèle que je fais avec le deuil, c'est que ça se peut justement qu'on ait des semaines ou des moments où est-ce que c'est rouge, là. Là, je ne serai pas fonctionnel. Si je me rapproche de la mer, donc si je pense à cette personne-là qui est décédée, je deviens non fonctionnel. Bien, ça se peut que ça arrive. Ouais. Puis il y a des personnes pour qui, malheureusement, dans le deuil, pour toutes sortes de raisons, hein, dépendamment du contexte, de la relation, de l'importance de la reconstruction qu'ils vont avoir à faire, mais ça se peut qu'ils vivent beaucoup, beaucoup de drapeaux rouges. Puis à la fin de l'histoire, bien, le grand sage invite, hein, l'histoire, en fait, c'est un grand sage, c'est un grand-papa qui accompagne sa petite-fille. Dans le fond, le grand-papa a perdu sa fille, puis sa petite-fille a perdu sa maman. Fait que c'est ça un petit peu l'histoire puis la conversation entre les deux. Mais le grand-papa va dire à la fin, mais tu sais, si t'es tout le temps dans le drapeau rouge, dis-moi-le. Hein, faut qu'on vive ça ensemble, faut pas que tu vives ça seul. Puis si c'est ça, ben on va aller te chercher de l'aide professionnelle. Parce que ça se peut que tu en aies besoin. Hein. Ça se peut qu'à un moment donné, on dépasse des limites. On a besoin d'aller voir un psychologue, un psychiatre, prendre une médication, peu importe. Mais si on a besoin d'aide professionnelle, il faut le reconnaître. Puis il y a aussi, François, il y a tout un nouveau volet, je dirais, par rapport à la proche aidance aussi ces dernières années, c'est l'aide médicale à mourir. Oh, oui. Ça, c'est quand même quelque chose de particulier. Puis ça aussi, ça peut être complexe. Tu sais, t'accompagnes quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis à un moment donné, la personne décide qu'elle veut de l'aide médicale à mourir. Ça aussi, pour un proche aidant, c'est une autre histoire aussi, là. Tout à fait. Puis, ça peut amener un sentiment de culpabilité ou de ne pas en faire assez. Exact. Comme proche aidant, si mon proche choisit l'aide médicale à mourir, est-ce que c'est parce que j'en fais pas suffisamment? Est-ce que c'est un fardeau pour moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Souvent, ça n'a pas de lien avec ça. Ça n'a souvent pas du tout de lien avec ça. Mais c'est des questions que les proches aidants se posent et qui sont normales. On peut être confronté beaucoup. Ça dépend des contextes. Hein. Il y a des gens qui vont choisir l'aide médicale à mourir. Moi, je suis à la maison Michel Sarrazin. On accompagne des gens qui sont déjà en fin de vie ou des gens qui ont des cancers avancés. Donc, quand les gens choisissent l'aide médicale à mourir, bien,
on ne perd pas 1 ou 2 ans de possibilité de vie, mais il y a des personnes qui ont des maladies dégénératives difficiles, très, très difficiles à vivre, qui vivent une grande souffrance. Parce que pour choisir l'aide médicale à mourir, il faut avoir une souffrance très grande. Hein, il y a une perte de sens. Il y a tellement de souffrance qu'on préfère être mort que de continuer à vivre. Il faut que ça souffre. Il faut que ce soit souffrant. Absolument. Donc, ça amène toutes sortes de contextes. Donc, dépendamment de si on... Bref, si on accompagne quelqu'un qui en aurait peut-être pour longtemps à vivre ou si on accompagne quelqu'un qui est déjà en fin de vie, bien, le vécu du proche aidant, c'est sûr qu'il va être différent. L'aide médicale à mourir, ça amène des opportunités, mais aussi des défis. Donc, l'opportunité, c'est qu'on le sait, ça va être quand? Ça va être à quel moment? On peut peut-être préparer les choses, on peut peut-être se dire des choses. On a-tu le temps de se pardonner? On a-tu le temps de se dire les vraies affaires? On a-tu le temps de faire des rituels ensemble? Donc, ça peut être des opportunités, puis on peut être sûr que je vais être là. Tu sais, pour ceux qui veulent absolument être là au dernier moment, je suis sûr que je vais pouvoir être là. Mais c'est un défi aussi, parce qu'il y a quand même un avant puis un après, une coupure. Pour certaines personnes, c'est très difficile à vivre, c'est confrontant, c'est contre leurs valeurs, c'est contre leurs croyances. Donc, il y a vraiment toutes sortes d'enjeux qui peuvent être... Puis en terminant, ben, on parle de reconstruire notre vie aussi quand on a été proche aidant. Oui. Toi, tu les accompagnes, comme tu dis, là, des fois dès le début, milieu, puis jusqu'à la fin et après. Et dans l'après, oui, tout à fait. Et donc, dans l'après, qu'est-ce qui ressort beaucoup dans se reconstruire? Moi, je dis souvent, il faut y penser pendant. Hein? Faut pas s'oublier pendant, parce qu'après, c'est dur. Il y a des murs qui nous attendent là, après, parce que notre vie a tourné autour de cette personne-là. Toute notre vie a été bâtie autour de cette réalité-là. Quand la maladie rentre dans une maison, c'est toute la famille qui est malade, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est pendant notre voyage de proche aidant qu'il faut continuer à avoir une vie à nous. Puis ça, c'est pas facile, là. Non. Puis tu le dis très bien, pendant le voyage de proche aidant, puis pendant les derniers moments, il y a moyen d'essayer d'accumuler, j'appelle ça de même, accumuler les non-regrets. Donc, essayer de faire tout ce qu'on peut. C'est pas toujours évident, puis on peut pas toujours tout faire, mais tout ce qu'on peut pour essayer de ne pas avoir de regrets. C'est sûr que quand les gens n'ont pas eu le temps de faire certaines choses ou ont accumulé certains regrets, des fois, ils étaient gardés dans le noir. Hein? Des fois, les gens n'ont pas dit « je suis malade, j'ai un cancer ». Il y a des personnes qui n'auront pas partagé ça. Donc, dépendamment des circonstances, bref, le vécu du deuil peut être très, très différent. Peut prendre un temps qui est différent aussi. Ça dépend aussi de notre adaptabilité. Ça dépend, tu sais, si on est par exemple, quelqu'un qui est à la retraite, puis qui avait des grands plans de retraite, puis qui doit tout redéfinir ça, ben ça peut être pas évident. Si on est sur le marché du travail, ben on reprend le travail, on reprend certaines activités, on est actif, c'est d'autres enjeux. Puis se faire aider, se faire accompagner aussi après, aller chercher des ressources pour nous aider justement à se reconstruire, puis à redéfinir, à retrouver qui on est, parce que souvent on perd qui on est à travers tout ça. Hein? Exactement. Puis la redéfinition, c'est un peu ça, c'est d'apprendre à vivre. Tu sais, le deuil, finalement, c'est d'apprendre à vivre sans cette personne-là. Maintenant qu'il ne peut plus faire partie de nos vies de la même façon qu'avant. Elle continue à faire partie de nos vies, mais évidemment, d'une manière très différente. Donc, il faut vivre différemment. Le livre, comme tu l'as dit, si on a besoin d'aide, puis les vidéos d'ailleurs, le deuil animé, si on a besoin d'aide, bien, des fois, on ne le sait pas trop quand est-ce. Quand est-ce que je le sais que j'ai besoin d'aide? Quand est-ce que j'atteins une certaine limite? Le livre et les vidéos, ce qu'ils viennent faire, c'est donner, je dirais, une information de base. Tu sais, qu'est-ce qui est le vécu qu'on peut s'attendre? Puis, justement, vient dire, bien, si la tempête ne se calme pas, ou si vous êtes pris dans une glace vraiment longtemps, c'est un signe. Vous avez besoin d'aller vous faire aider. Même chose, si c'est tout le temps, les drapeaux rouges reviennent tout le temps, drapeau rouge, jaune, OK, il n'y a pas de journée verte, il n'y a pas de journée le fun. Encore une fois, c'est un signe d'aller se faire aider. Pour l'entourage, il faut regarder l'œil ouvert puis rester attentif. Des fois, c'est notre mère, des fois, c'est notre père, un frère, une sœur. Je te remercie de nommer l'entourage parce que je trouve que ces outils-là sont particulièrement utiles pour les proches de gens endeuillés. Ouais. Je l'explique, c'est parce que quand on est endeuillé, ben, on le vit, mais des fois, on ne se sent pas compris par nos proches, puis les proches ne savent pas nécessairement quoi nous dire, quoi faire, puis ils ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce qu'on vit. Donc, des fois, je dis aux gens endeuillés, si vous ne vous sentez pas compris par vos proches, faites-leur écouter les vidéos. Exact. Ben, faites-leur lire le livre. Puis là, ils vont comprendre. Puis vous allez avoir aussi un langage commun, parce que ça se dit bien mal. Hey, comment va ton deuil aujourd'hui? Non, c'est ça. On ne sait pas toujours par où prendre ça. François, merci. Merci infiniment. Puis effectivement,
Il y a le deuil illustré, mais il y a le deuil animé. Allez voir ça sur l'appui.org parce que c'est vraiment très, très beau. Samiane, merci aussi. C'est bizarre. Je me demande si tout ça s'est vraiment passé. Ça a l'air tellement faux. Ma mère ne peut pas être morte. Ça a l'air d'un mauvais rêve dont je vais me réveiller bientôt. Mais non. Quand je me réveille, ça me rattrape et tous les souvenirs remontent en bloc. Et les émotions que ça ravive montent comme une vague si forte que je me retrouve souvent ailleurs. Un peu comme dans un autre monde. Sûrement pour me protéger. Et c'est dans cet ailleurs-là que je me trouve. Mais je veux pas y rester. Je vous invite à plonger au cœur de mon expérience unique de deuil, bien personnelle. Tout comme celle que vous vivez ou allez vivre. Je vous invite à m'accompagner et à porter attention aux images que mon grand sage va me prêter pour m'aider à comprendre ce que je vis, pour m'aider à me retrouver. On a pu le constater, effectivement, que c'est un extrait donc du deuil animé. Quel magnifique! Les images sont tellement belles, les couleurs sont tellement belles. Stéphanie, t'es revenue? Je suis revenue. Quelle magnifique façon de terminer cette 5e saison du balado des proches aidants, là. Je suis remplie, là, à bloc. Est-ce que vous êtes remplis? On est remplis de plein d'affaires, hein? C'est quelle belle C'est fou ce qu'on a entendu encore ce soir. Ouais. Je dirais qu'on a eu plein de commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens nous remercient aux gens d'être venus livrer leur histoire. On a eu un commentaire qui disait que, par exemple, les gens, dépendant de qui t'accompagnait, les deuils peuvent être différents, même une même personne. Si c'est le deuil de ton père ou ton grand-père. Les gens te remercient, Marina, pour d'avoir été là. C'est un privilège, vraiment. Mais vraiment, les commentaires sont extraordinaires, puis ça nous a encore bouleversés, vraiment. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait, Stéphanie, pour ceux qui nous écoutent puis qui se reconnaissent? Il y en a qui se reconnaissent, c'est certain. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bien, la première chose, je pense que ça a été dit souvent ce soir, c'est de ne pas rester seul, c'est de pouvoir aller chercher de l'aide. Puis, bien, de l'aide, il y en a à différents endroits. Il y a la ligne Info Aidant, bien sûr, où est-ce qu'on peut appeler au 1-855-852-7784. Il y a bien sûr le répertoire des ressources qui existe aussi, qui va nous donner accès à plus de 1400 organismes communautaires au Québec qui offrent du service vraiment du service de proximité, du service de soutien. Puis je tiens à les remercier. On est dans la Semaine nationale des proches aidants. Fait qu'encore une fois, c'est important de le dire, de le redire. Puis, ben c'est ça. C'est à la fin de la journée, ce qu'on veut dire aujourd'hui aux gens aussi, c'est regarder autour de vous. Est-ce qu'il y en a des personnes proches aidantes autour de vous? Est-ce qu'on leur pose les bonnes questions? Hein? François l'a fait tantôt. On ne dit pas comment va votre deuil, mais comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais besoin? Fait que c'est des petites phrases qui peuvent faire une différence. Puis des fois, on parle avec les gens, puis je pense qu'il faut arrêter de penser, ben tu sais, je ne sais pas quoi dire ou je ne veux pas déranger. Je pense pas qu'on dérange. Je pense que de prendre le téléphone puis de prendre des nouvelles de quelqu'un, ça peut durer 30 secondes. Un texto, je suis loin ou en tout cas, je pense à toi, sache que je suis là. Juste ça, parce qu'il y a beaucoup d'isolement. Hein, on le dit, il y a beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, donc, dans l'approche aidance. Je tiens, puisque c'est le dernier épisode de notre 5e saison du balado, je tiens évidemment à remercier tous les invités de cette 5e saison. Et ce soir, je veux remercier également, donc, Sofiane, Anne, Samiane, Julie, Annie-Claude et François. Ça a été absolument formidable. Et moi, j'ai aimé ça en direct. Je dis ça de même, là. Puis c'est notre 5e saison, mais je lance aussi le message à qui il faut l'entendre, qu'on aimerait ça revenir pour une 6e. J'ai-tu le droit de dire ça? Je le dis pareil. Vraiment. Tu veux-tu ajouter quelque chose? Merci vraiment, Marina, d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Et merci à vous tous d'avoir été si nombreux à nous écouter. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui sont autour de vous et à très, très bientôt.